Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 25 ans pour cette émission littérature consacrée au roman Young Adult Eyes Like Stars de Ashley Poston. Ici John pour vous servir et nous serons en très bonne compagnie pour cette émission car nous avons avec nous Juliane. Comment vas-tu, Juliane? Ça va bien, toi-même. Bonjour Amélie aussi. Ça va bien, Super, merci. oui, ainsi qu'Amélie. Voilà. Comment vas-tu, Amélie? Oui, très très bien. Merci. Bon, Merci de j'espère que m'accueillir aujourd'hui. Toi, Jean, comment tu vas? Oui. Ravi. Vous allez comprendre pourquoi, mais oui, ravi déjà d'être en votre compagnie et puis de discuter de ce roman-là, ce roman passionnant pour passionnés. Donc ça va être sympa. Saluons tout d'abord, avant de se plonger dans le vif du sujet, nos amis et partenaires de Star Wars Littérature Québec, dont je suis sûr avoir vu une petite miniature par là, ou pas. Tiens, elle est plus là. Ah si, elle est là. Tac. Voilà, donc c'est pareil comme Star Wars en direct, ce sont des passionnés de littérature Star Wars qui font des podcasts, des émissions, des articles sur leurs réseaux sociaux. Allez les suivre, ils sont un peu partout, Facebook, Instagram. Et des entrevues YouTube. aussi avec des passionnés. C'est vraiment intéressant. Exactement, c'est vrai, tu as été invité, Juliane, récemment. Toi aussi? Oui. Oui. Par Jean-François notamment, qui fait ses interviews à la Cantina. Très sympathique. Allez rejoindre le groupe si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, voilà, les filles. Donc, avez-vous un petit WhatsApp Star Wars? Qu'est-ce que vous avez fait de Star Warsien récemment? Ben là, si on commence par moi, ben là, ça a été le Comic-Con à Montréal, vraiment, qui a été très agréable. On a eu l'épisode, on va en parler un peu plus tard, de notre panel qui a été vraiment... on a fait salle comble et plus. Wow. C'était vraiment agréable. Les gens ont participé. Un très, très beau moment. Puis, on a pu rencontrer aussi Diana Lee Inosanto, qui a joué dans Ahsoka. Morgane Elsbeth, qui était présente. Donc, j'ai une belle photo avec elle. Dame très, très sympathique qui a voulu participer à la marche de la 501e. Vraiment, qui est arrivée, elle dit, moi, j'aimerais ça participer. Donc, elle a fait la marche, elle a fait la photo de groupe. Donc, c'était super le fun. Et là, ce qui s'en vient, c'est le Fan Expo Canada à Toronto, fin août, avec notamment le cast de Maul Shadowlord qui va être présent. Donc, excellent. Ouais, ça s'en vient. Donc, Juliane qui fait les tournées des festivals. Oui, c'est ça. Oui. Tu augmentes ta collection de photos, là, puis de... Ouais, ça s'en vient bien, mon affaire. Ouais. Oui. Tu vas prendre un petit musée à un moment donné, là. Ouais, je travaille là-dessus. Et toi, Amélie, qu'as-tu fait de beau? Oui. Moi, juste après le Comic-Con, dans le fond, j'ai lancé ma propre convention dans ma petite ville du bas du fleuve, Rivière-du-Loup. Donc, une convention qui s'appelle Légende. C'est pour célébrer, dans le fond, un peu tout ce qui est fiction. Donc, dans tous les types de métiers, tous les domaines. Ce qui fait qu'évidemment, Star Wars était bien représenté. J'en profite d'ailleurs pour me remercier Eric Simard de la 501e au Québec, là, qui a parlé un petit peu là, de ce nouveau projet-là. Puis, malgré le fait que le Comic-Con de Montréal est comme très, très présent là, dans la vie des cosplayers puis de la 501e. Là, il y a quand même plus d'une dizaine là, de représentants qui sont venus à Rivière-du-Loup. Donc, très, très apprécié. Donc, fait que ça a vraiment fait... Ça a bonifié, dans le fond, la première édition. Puis, c'est vraiment la première fois qu'on avait des Stormtroopers puis un R2D2 rose là, qui a fait danser les princesses que j'avais engagées. Ça a été winner pour les enfants, ça c'est clair, mais Darth Vader a beaucoup impressionné. Donc, merci à la gang d'être passé nous donner un petit coup de main pour cette première édition-là. Super. Et donc, rendez-vous l'année prochaine. Va avoir, une deuxième édition. Oui, l'année prochaine, en juillet, partie remise, c'est sûr. Cool. Super. Très intéressant. En espérant que des membres de Star Wars en direct feront le déplacement pour... Oui, on aimerait bien. Oui, tout à fait. Bon, et moi, rien de bien grandiloquent comparé à vous deux. de la littérature. Tu lis beaucoup. Voilà. Il y a des conventions. Moi, je reste chez moi. C'est ça, il y a des conventions ici à Vancouver, notamment la Comic-Con Vancouver, mais avec des acteurs de Star Wars et tout, des écrivains aussi et des autrices de Star Wars, mais malheureusement, c'est un peu dispendieux. Je n'ai pas les tarifs de votre côté du Canada, mais ici, c'est très cher. Donc, à chaque fois, ça me décourage un petit peu. Pour le prix d'entrée du billet ou pour les rencontrer? Ouais. Ah oui! Mais ça, plus, j'ai appris qu'il fallait en plus payer si vous voulez discuter avec eux. Ouais.
fait un peu cher. Pas cher dans le bas du fleuve, hein? L'hôtellerie, les repas. C'est sûr qu'il faut se rendre, là. C'est quand même loin, là. Puis un coup, tu ne repayes pas d'autres choses, là. Un coup, tu es rentré sur le site, là, tu as accès à tout, là. Ah là, tu vends tellement bien le truc. Fait quelque chose de familial, puis d'accessible. Ah, c'est bien. Un petit peu comme ce qu'ils ont à QC en France, c'est un truc un peu familial, pas dispendieux du tout. Ouais. Ça donne Oui. Mais non, en littérature, en tout cas, ce que j'ai fait, moi j'ai continué tout ce qui est Audible exclusif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Audible a plein d'exclusivités d'audiobook. Alors ça va de l'adaptation des films qui durent entre 5 et 10 minutes, qui n'a pas vraiment d'intérêt, on en parle souvent avec Francis, c'est pas vraiment intéressant, hormis pour les plus jeunes à la limite, et encore. Soit on a parfois des petits audiobooks jeunesse originaux de plusieurs heures quand même. La bannière s'appelle Star Wars Adventures, et c'est des Audible Original, quoi. Il y a pas eu, par exemple, on a eu deux petits bouquins comme ça par George Mann dans la Haute République, sur Starlight notamment. Il y a eu la Padawan Pride qui a été traduit en français, je suis à la fierté du Padawan, par je ne sais plus quel auteur c'était. Et dernièrement, on avait eu Joseph Jakku et Terror of Mustafar par Cavan Scott notamment, qui était très très bon. Là, c'est des aventures originales qui durent 1, 2, 3 heures, quoi. Donc c'était bien sympa. Même plus, quoi, de 3, 4, certains 5 heures, je dirais. C'était assez long, des vrais petits romans jeunesse bien sympathiques. Mais là, ce soir, je voulais vous parler d'une autre gamme en plus. C'est assez compliqué, il faudrait faire un tableur. Il y a une autre gamme sur Audible qui s'appelle les Star Wars Audio Adventure. Et alors là, c'est une gamme qui avait bizarrement commencé par un recueil de nouvelles qui s'appelait Dark Legends par George Mann, qui était très sympathique, mais je ne sais pas trop pourquoi il avait foutu là-dedans, parce que c'est pas vraiment une exclu Audible, vu que le livre en papier physique existe aussi. Mais bref, il avait commencé cette gamme-là, on va dire. Puis plus récemment, ils ont rajouté, là c'est plus intéressant, parce que ce que j'ai lu là dans les derniers jours, ce sont des adaptations, donc audio toujours, des Choose Your Destiny. Alors Choose Your Destiny, c'était des petits romans jeunesse, encore une fois, qui étaient un petit peu à la manière des livres dont vous êtes le héros. Ah, ok, ça intéressant. vous dit quelque chose. Ouais, au Québec aussi, vous les avez vus, ces bouquins-là. Ben, c'est un peu pareil dans l'univers Star Wars, où tu choisis la destinée des héros en fonction des chapitres et tout. Et voilà. Et donc en 2026, ces Choose Your Destiny ont été adaptés en audiobook exclusive Audible, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et donc, moi, je vous avais parlé du Obi-Wan et Anakin Adventure, genre en début d'année. Et puis là, il y en a 2 qui sont sortis, Han et Chewie, et Leia et Luke. À chaque fois, c'est des duos de héros comme ça. Ok, ben oui. Et qui font c'est des aventures originales, encore une fois, alors tirées de ces Choose Your Destiny, mais si vous ne les avez pas lues, moi je ne les ai jamais lues auparavant. C'est très original. Et alors là, par contre, tu peux pas choisir ta destinée. Là, c'est vraiment, ils choisissent pour toi la fin canon, on va dire. C'est moins interactif, on va dire, les romans, mais c'est très très cool. Franchement, ça reste jeunesse, hein, c'est très léger. Là, ça dure 1 heure, par contre. Et voilà. Donc, si ça vous botte, je vous conseille. Mais vu qu'ils font les choix pour toi, est-ce qu'ils ont comme 2 versions du livre ou tu connaîtras jamais la... Non, si tu veux la version du livre, faut lire le livre. Voilà, c'est ça, la plus-value de lire le physique, c'est que tu auras les 2 versions dans le livre et pas dans l'audiobook. Tu n'as que une version qu'ils ont choisie comme canon, mais je ne sais pas comment ils sont décidés de choisir celle-là. L'auteur, j'imagine, parce que c'est des œuvres adaptées par des auteurs. Donc, bref, c'était très très cool. Disponible seulement en anglais ou c'est disponible en anglais, ouais. Je pense que c'est encore disponible en français, malheureusement. Ouais, pas pour l'instant, en tout cas. Je sais pas, dites-nous, auditeurs, auditrices francophones, si vous avez des Audible exclusives. Mais comme dit, le Padawan's Pride a été traduit. Les 2 Starlight Beacon, Starlight quelque chose de Man, ont été traduits. Donc, je me doute que le Mustafar aussi, mais c'est comme c'est une gamme différente. Ok. À voir. À voir. Ensuite, émission récente, Juliane. On en a fait quand même. J'essaie d'aller dans ton ordre, Jean. Je vais commencer. On a eu les histoires de l'hyperespace, Grievous en littérature. On a aussi parlé de façon express, sans spoilers, de la série animée Star Wars The Ninth Jedi, donc basé sur le mini-épisode qu'on a eu avec Visions, et aussi encore dans les histoires d'hyperespace, Vague de terreur. Donc, Jean et Francis ont encore lu beaucoup ces derniers temps. Et en dernier lieu, on en a parlé au début juillet, on a eu notre édition spéciale au Comic-Con de Montréal qui parlait du début de l'ère Filoni. Donc, quand même si c'est tranquille, côté actualité, on a travaillé fort. Ah oui, sur en direct, on ne s'arrête jamais, hein, malgré comme tu dis.
le peu d'actualité Star Wars. Bon, on a une série animée Oui, non canon, oui. mais quand même, tu vois. Mhm. Puis des conférences, et puis la littérature qui s'arrête jamais, de toute façon, ça c'est Non, clair. il y en aura toujours. Ok. Bon, les introductions sont faites, donc on peut passer pour le vif du sujet, après Oui, l'hyperespace. C'est allons-y. parti. Allez, il faut que je trouve encore une fois la vidéo du tour du mal. Ici. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, et donc aujourd'hui, critique de Eyes Like Stars, donc roman sorti donc en anglais, en physique, en papier, en e-book aussi et en audiobook le 21 juillet dernier, publié par Random House, voilà, et à un prix d'environ 20 $ canadiens, à peu près. Et en VF, alors pas de date de sortie annoncée chez Pocket, mais on espère vraiment qu'ils le publieront, et j'ai aucun doute qu'ils choisiront dans leur listing, j'espère. Selon les sources que j'ai, alors j'ai entre 352 et 400 pages. Alors Juliane, toi qui as l'édition en physique, et peut-être toi aussi, Amélie, je ne sais pas si vous les avez lus en physique. Mais Moi, physique, oui. Ouais. Alors combien de pages ils ont exactement? Voilà, une 400. Physique, je l'ai devant moi. On parle d'un Attends, je vais aller- 387 pages. Voilà, entre les deux, très bien. Tu vois, mes sources n'étaient pas ok. Bon, 400 pages, c'était sur Amazon. Est-ce que je le vois, moi, en EPUB? Ah, et toi, tu l'as lu en Je l'ai EPUB. ouais, je l'ai par chapitre. En e-book, ouais. Très bien, on a les 3 formats là, parce que moi j'ai écouté en audiobook et c'est 9 heures d'écoute environ. Ah, OK. Ah, quand même bravo. rapide, ouais. Ouais, c'est assez rapide, ouais. C'est un young adulte, donc c'est généralement la durée des young adultes. Donc ouais, c'est rigolo. Donc une physique avec Juliane, une e-book avec Amélie et une audiobook. Ah, c'est bien, Donc, c'est cool. Et donc niveau chronologie, on est on est à 33 ans après la bataille de Yavin, et donc un an et demi à peu près avant l'épisode 7. Oui. Ouais. Donc période post-logie, mais restez là, s'il vous plaît. Attendez, ne quittez pas tout de suite. Vous verrez, il y a des choses intéressantes à dire sur ce bouquin. On sauve pas. Voilà. L'autrice, elle s'appelle Ashley Poston. Alors, c'est le New York Times et USA Today best-selling author, là, qui écrit ici son premier livre Star Wars. Alors, c'est une spécialiste des romances, justement, on va en Oh parler. oui. Que ça soit young adulte et adulte également. Elle a écrit toutes sortes de bouquins. Ses romans les plus connus et publicités, je ne sais pas si vous en avez lu, mais il y a eu The Dead Romantics en 2022, The 7 Years Sleep en 2023, A Novel Love Story, j'aime beaucoup le titre, A Novel Love Story. Les as-tu lus, Jean? En 2025, non, mais on en parlera. J'aime beaucoup le style d'autrice et ça m'a donné envie de les lire. Et en 2025, elle a sorti un autre qui s'appelle Sounds Like Love, qui est très populaire aussi. Et le dernier, c'est 2026, The Someday Garden. La nana est vraiment ultra prolifique, parce qu'elle en fait un, voire deux par an. Ça, j'ai vérifié, moi, en français, là, il y en aurait à peu près 5 titres disponibles en français, en roman physique. Là. Ouais. Sachant qu'en plus de ça, c'est des romans adultes, donc des romances adultes. Mais en young adulte, elle est aussi très populaire parce qu'elle a commencé par le young adulte, notamment en 2017. Elle a fait des livres, notamment de fantasy, de science-fiction plus. Oui. Donc il y a la trilogie Once Upon a Con. Il y a la duologie Soul of Stars and Heart of Iron. Ça, c'est clairement SF. Dans la fantasy, tu as du Among the Beasts and Briars et The Bewitching Hour. Donc, voilà. Et elle a même écrit du Marvel, un young adulte Marvel qui s'appelle Bishop Takes King, qui est focus sur Kate Bishop, qui est la nouvelle Hawkeye de l'univers Marvel. Voilà. Et en tout cas, voilà. Eyes Like Stars, c'est sa première contribution Star Wars. Elle n'a pas commencé ni par des one-shots, ni par des nouvelles, comme c'est souvent le cas, tu te rappelles, Juliane. Parfois, ils font tester aux auteurs l'univers Star Wars via des nouvelles, mais elle était assez connue pour rentrer directement dans le bain. Donc, très, très cool. La couverture artiste, elle s'appelle Obreta Tavano. Et alors, j'ai oublié d'afficher l'autrice quand même. J'ai récupéré les photos d'Ashley Poston que vous voyez là, affichées à l'écran. Et donc, l'artiste de la couverture qui s'appelle Obreta Tavano, qui est là. Et donc, c'est une artiste freelance italienne qui a un style particulier. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la couverture, mais... c'est joli. Oui. Ouais. Je te dirais que c'est très, très d'actualité. Oui. Oui. Ça m'étonne pas que ça ait catché les yeux des jeunes lectrices. C'est en plein dans la palette de couleurs, le style graphique. C'est parfait.
Puis Ouais. on voit l'écriture aussi du titre Oui. en filigrane, fait que ça te pousse à aller Ouais. voir c'est quoi le titre. Ouais. Tu sais, Je dirais que le côté Star Wars est quand Mhm. même. Bon, il y a vous voyez qu'il y a la petite identification dans le bas, puis il y a des petits tailles là, Ouais. très discrets. Mais je pense qu'à travers l'offre de jeunesse ou de romantésie habituelle, là, il s'en tire bien Mhm. sur une tablette. Vous voulez dire qu'en ce moment, ce qui sort en young adulte actuellement, hors Et- Star Wars, c'est souvent des couvertures Ben, de ce style-là? En fait, c'est que j'imagine que pour l'objectif de ce roman-là était d'aller chercher un lectorat qui va pas nécessairement se diriger vers du Star Wars habituellement. Féminin. Plus Entre autres, féminin peut-être. féminin, plus jeune, ou ben, je dis plus jeune. Mhm. Il y a pas de... on a des plus vieilles aussi qui lisent Ouais. on s'entend, là, il y a pas faire de préjugés. Mais effectivement, le lectorat probablement pas attiré, mais là, tu sais, ayant une autrice en plus connue, mais aussi un visuel graphique qui n'est pas tant Star Wars, mais qui est vraiment un petit peu plus justement d'actualité pour tout ce qui est romantisé, les couleurs de, tu sais, ce rose-là, le petit jaune, là, tu sais, c'est... Puis la petite touche Star Wars, comme je disais, elle est discrète, donc je pense que c'est ça. Quelqu'un qui cherche Star Wars va être capable de le repérer, mais il tombe, tu sais, je ne sais pas à quel point il est placé, où il est placé dans les librairies, dans les bibliothèques. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont bien fonctionné, là, ça a bien fonctionné pour le public qui était ciblé. Mais l'inverse serait peut-être vrai aussi. Là. Ceux qui ne savent pas que c'est du Star Wars, ils peuvent peut-être. On va s'essayer. Oui, c'est ça. C'est que tu n'as pas de préjugés parce que justement, tu sens que c'est un romantasy, donc c'est ce que tu cherches. Je me doute, par contre, que les cibles habituelles de Star Wars du public avaient eux aussi un peu de doute sur le... Mais je pense que, on en parlera plus tard, mais je pense que les sceptiques ont été confondus. Et c'est drôle. J'ai un écho là, je ne sais pas si quelqu'un a une autre vidéo. C'est-tu moi? Ouais, c'est ça. Je vais fermer. J'ai une double voix, non? 1, 2, 1, 2. Ah, là c'est mieux. Ah, c'est peut-être chez toi, Amélie. C'est chez moi? Ouais, j'ai l'impression. Je vais fermer. Non? Je sais pas si tu as la vidéo YouTube lancée à côté ou quoi. Non. Je sais pas. Bref. Est-ce que vous l'avez encore? Ouais, je m'entends parler là. Un petit peu. Ouais. Attendez. Ouais. On je vais fermer. Là, c'est mieux ou pas du tout? Ah. Bah attends, en fait, c'est quand tu parles, ça va, mais c'est quand nous, on parle, on s'entend. On s'entend. Ouais, un petit peu. Je vais regarder dans mes paramètres. C'est bien, c'était pas le cas au début, et là, c'est pas grave. En tout cas, on va faire avec, c'est pas grave. J'ai de faire le résumé. Ouais, c'est ça. Quand tu t'entends parler, c'est assez troublant. Mais pour finir sur la couverture, je voulais dire, justement, j'imagine que Lucasfilm ou ceux qui s'occupent de la publication leur ont dit, rajoute un petit peu de TIE Fighter, là, parce que c'est pas spoiler de dire qu'il n'y a pas beaucoup de TIE Fighter dans le roman. Et là, rajoute ça au fond pour dire que c'est du Star Wars, parce que là, effectivement, tu as vu le titre Star Wars est tout en bas. Et c'est pas évident quand tu le vois, tu l'as de loin comme ça dans les shelves. Si je regarde le verso aussi, il y a un petit vaisseau au verso, mais c'est minime. C'est très minime. C'est intéressant comme police d'écriture, là, le titre qui fait la pleine page, ça a porté préjudice à notre ami Elser qui s'occupe des artworks, qui a du mal à trouver l'artwork sans les écritures. Qui est magnifique. Alors même sur l'Instagram de l'artiste, j'avais pas trouvé. Mais allez sur l'Instagram de l'actrice. Oui, puis l'illustratrice, c'est beau ce qu'elle fait. Là. Elle fait des belles choses. Britta Tavano. Ouais, c'est vraiment un style que tu reconnais quand tu connais cette couverture-là. Son style, c'est vraiment ça. C'est un peu plus, explicite dans les. C'est beaucoup de couples, on va dire, dans ces illustrations. Et c'est très explicite dans les poses, on va dire, plus que là-dessus. Faut pas aller trop loin, Charles. Non, voilà. En tout cas, c'est sa première contribution pour du Star Wars aussi. Moi, j'aime beaucoup les designs des deux personnages. Alors, ce sera les deux seules illustrations qu'on aura des personnages principaux. Il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu le visuel, notamment que physiquement, on aura des descriptions. Mais là, je trouve que l'héroïne, Harry, justement, elle est très. Elle me fait beaucoup penser à. C'est Mérida qui s'appelle. Oui, j'ai pensé la même chose. Ouais. Oui. Cheveux roux bouclés comme ça. Oui. Voilà. Et donc, le personnage masculin cyan avec sa chevelure argentée, magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre? Voilà, donc c'est bon pour un petit mot pour la narratrice, allez. Parce que c'est marrant, hein. C'est une team full féminine, là, parce qu'on aura une autrice, une illustratrice et voilà, une narratrice. Généralement, c'est le cas pour les young adultes, les audiobooks young adultes, c'est souvent les narratrices qui font les voix. Et là, c'est une certaine, donc, Kristen Sie,
qui s'y est mis. Donc ça, Kristen, c'est une voice actress qu'on avait déjà entendue. Donc déjà dans l'excellentissime Inquisitor, le réveil de la Lame Rouge, excellent roman, dont elle faisait la voix. Elle a fait une nouvelle aussi dans From a Certain Point of View. Et c'était la voix d'audiodrama. Elle était dans le audiodrama Battle of Jeddah. Elle faisait Aida Forte. C'était la voix genre de la personnage principale féminine, on va dire. Et la voix de Rildeiro. Alors Rildeiro, c'est la reporter dans Tempest Breaker, l'audiodrama de Karen Scott, qui elle était la journaliste reporter là, qui avait un petit rôle, on va dire, secondaire, plus secondaire que dans l'autre audiodrama en tout cas. Et je vais de suite crever l'abcès. Alors l'audiodrama est tip top, musique, c'est génial, effets sonores, tout ça. Il y a juste un truc concernant la voix de Sian, donc du personnage principal masculin. Ils ont eu un délire, ils lui ont mis un accent écossais. Alors j'adore l'accent écossais. Hein. J'adore l'accent écossais. Là, tu viens chercher les fans de Outlander et compagnie, là. c'est le petit côté roux là, de Sian qui les inspirer. Bizarrement, mais c'est Sian qui a l'accent écossais, c'est pas du tout Harry. Donc Harry avec un accent écossais, pourquoi pas. Il y aura encore plus de liens à faire avec Brave, mais là, c'était l'autre personnage. Et à chaque fois qu'il parlait, moi, il me sortait du truc, ça me faisait... Là, avec la petite, on regarde DuckTales 2017, là, de la bande à Picsou, là, avec Scrooge, qui est doublé par David Tennant, qui a un accent écossais magnifique. Il me faisait penser à lui, donc ça m'a un peu sorti du délire romance, je vous l'avoue. En dessous de Scrooge. C'est ça. Bref, le résumé éditeur sans spoiler. Voilà. Juliane, est-ce que tu pourrais nous lire notre petit résumé Oui. pour nous mettre l'eau à la bouche? D'accord. Donc, quand Ardan... En anglais, on dit-tu qui? Il disait-tu qui en anglais, Jean? Qui ça, pardon? Le nom de famille, est-ce qu'on prononçait Kay ou qui? Ah, Kay, ouais, c'est Kay. Kay, OK. Kay. Quand Ardan Kay, 18 ans, sauve la vie d'un voyageur dans l'espace sauvage sur Coruscant, elle ne s'attend pas à un remerciement et encore moins à ce qu'il s'embarque clandestinement sur le vaisseau de son père. Pourtant, le voilà, installé dans le garde-manger et dévorant toutes ses friandises préférées. Mystérieux, timide et étrange, avec ses cheveux argentés et ses yeux constellés d'étoiles, il l'attire irrésistiblement, malgré tous ses efforts pour s'en éloigner. Elle devrait le dénoncer à son père, mais le passager clandestin ne tarde pas à la convaincre qu'un complot machiavélique se trame à bord. Un complot qui met en péril la vie de tous les passagers. Alors que la galaxie est au bord de la guerre et que le premier ordre les traque sans relâche, Ardent et son passager clandestin doivent transporter un précieux artefact jusqu'à sa planète d'origine sans se faire prendre, ni pire, tuer. En réalité, ce n'est pas le moment idéal pour faire le tour de la galaxie et c'est encore pire pour tomber amoureux. C'est du sans spoiler. Ouais. C'est à la limite, hein, presque. Hein. Oui et non, en tout cas. Ouais. Bon, on en parlera. C'est un très bon résumé, je dirais. Excellent, super. Donc, on va commencer avec notre avis général sans spoiler. Donc, quelles ont été votre appréciation sur cette romance star-warsienne, si on y commençait avec Amélie? Oui, en fait, je vais faire le petit mea culpa tout de suite. Moi, je n'ai pas terminé ma lecture EPUB, mais j'ai pas peur des spoilers et je m'étais informée un petit peu évidemment avant. J'étais curieuse de savoir quelle avait été la réception, donc générale. J'aime beaucoup par contre déjà le romantasy, donc j'étais très bonne public déjà au départ. Moi, j'ai embarqué rapidement malgré la première personne qui n'est pas nécessairement un style d'écriture qui m'attire. Je préfère souvent la troisième personne, mais je sais que c'est assez fréquent là, dans les romantasy, la première personne. Donc, honnêtement, j'ai bien apprécié où ce que j'en suis. Donc, j'ai hâte de continuer pour la suite, mais très satisfaite, puis très curieuse de savoir un petit peu justement de votre côté. Surtout si c'est pas habituel comme style, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah! C'est pas mon style du tout. Julien non plus, pas vrai? Oh non, c'est tellement pas mon style. J'ai même eu de la misère embarquée au début. Ah oui? Vraiment. Moi, c'était OK, là, c'est tous les clichés sont là. Ah ouais. Bang. Là, c'est comme OK, oui. D'accord, oui, il y a eu ça. Oui, OK, il y a tel personnage. OK.
oui, il va se passer ça. Je sais déjà comment ça va finir, mais il ne faut pas que j'y pense. C'est ça. C'est du jeune adulte. C'est même l'adolescent. Là. C'est jeune adulte, là, c'est très fort. Là. Donc, par contre, j'ai commencé à accrocher quand il a commencé à avoir d'action. Ah. Là, vraiment, là, quand ça a commencé à débouler. Je dirais à peu près la moitié du livre. Le premier 200 quelques pages, c'était difficile, ardu. C'est l'enfer. Oui, c'est vrai que c'est très cliché, puis ça suit vraiment les tropes traditionnelles. Oui, le coche, oui, il y a ça. Je disais, il y a le bel inconnu, il y a la meilleure amie, il y a la mère qui n'est plus là, il y a le père qui est bien gentil, mais il n'est jamais là. Il y a des fées marraines, il y a des méchants, c'est ça. Les clichés, les amis sont tous là. Jean est heureux. Je pensais tout le temps à toi, Jean. Jean va être content, Jean. Mais vraiment, par contre, aussitôt qu'il a commencé à avoir plus d'action dans la moitié du livre, là, j'ai embarqué. Il y a eu vraiment des beaux flashs, des caméos intéressants. Il y en a que tu fais, c'était-tu nécessaire, mais il y en avait quelques-uns qui étaient super intéressants. Puis, on l'a peut-être vu un peu vite dans le résumé, mais c'est ça, c'est un navire clandestin, donc on se promène, il y a des planètes qu'on voit, même une nouvelle qu'on ne connaissait pas, qui est super intéressante aussi. C'est ça. Moi, dans mon cas, c'est une lecture rapido, presto. Ça n'a rien apporté plus à mon univers Star Wars. Par contre, pour les amateurs de Romantasy, ils vont adorer. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont adorer leur lecture. Ah oui, je te confirme. Mais c'est marrant, le terme romantasy, je ne connaissais pas du tout, en fait. Tu l'as appris, là, Amélie. Oui. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Le terme romantasy, je ne connaissais pas. Romantasy? Justement, je pensais, à chaque fois que je préparais cette émission, j'écrivais ce roman de romance Star Wars, mais ça faisait redondant, je ne trouvais pas ça joli à l'oreille, et romantasy, c'est super. Oui, c'est ça, ça fait quelques années, c'est ça, ça fait quelques années, je peux peut-être faire une petite recherche, là, mais oui, je pense que ça couine bien, effectivement, le style. Puis, je veux dire, ça existait avant, là, on s'entend, là, avant que le terme existe depuis récemment, mais c'est un beau résumé, mais ça fait, tu sais, je veux dire, pas le premier roman de Star Wars qui a de la romance un peu cliché, là. Mais là, il est assumé, là. Justement, ça va faire le lien parfait, la transition parfaite avec ce que je voulais dire, parce que pour revenir sur la vie, en fait, c'est un livre young adulte qui a été dévoilé lors de la New York Comic Con 2025, en octobre, donc l'année dernière. Et en même temps que Legacy, il y avait le Star Wars Legacy de Madeleine Roux, ils ont été annoncés en même temps les deux. Et donc ça c'est cool, on a eu moins d'un an d'attente pour la sortie officielle des deux, donc 6-8 mois d'attente, c'était très très bien, une sortie très rapide. Mais voilà, un des points que je voulais discuter avec vous, c'est comment ce livre a été annoncé et marketé dès son annonce, en fait. Dès la Comic-Con, on l'a dit, ça sera le premier roman de romance, j'ai marqué ça, donc le premier romantasy officiel Star Wars. Et d'ailleurs, la cover porte le nom Star Wars Romance Novel, ok. Oui, c'est ça, c'est une collection. Voilà. Et ça n'a pas été clair, donc maintenant on peut le dire, ça va être le début, le premier tome, on va dire, d'une collection de romantasy Star Wars, young adulte, donc de romance. Pas de trouble à ce niveau-là, mais moi ça m'a dérangé quand ils ont annoncé ça, parce que j'ai dit, vous avez oublié tous les autres. Donc le Lost Stars, pour moi, Lost Stars, c'est romance ultime de l'univers Star Wars. En plus, vraiment. C'est Roméo et Juliette dans Star Wars, et tu peux pas faire plus romantique qu'un Roméo et Juliette. Donc je trouvais ça encore dommage d'oublier le fait que ce livre-là existait, et pas que. Il y a eu Crash of Fate, qui est un roman young adult Galaxy's Age. C'est un roman que j'adore, notamment parce que le fait que le moteur principal de l'intrigue, c'est une romance, en fait. Donc, pour dire que c'est le premier roman de romance Star Wars, ça m'a un peu tiqué. Je suis dit, non, les gars, vous avez oublié ce que vous avez fait dans le temps. Donc pas mais très, peut-être très cool, c'est parce que justement, ça cochait tout. C'est un peu comme dans les films Hallmark, là. Tu sais, c'est... Tout est là. Peut-être oui, il y a de l'action, il y a d'autres choses, mais c'est comme la trame principale, c'est ça. Lost Stars, il y a eu des batailles, il y a eu d'autres choses, mais c'est pas le centre du roman, peut-être. Voilà, oui, c'est ce que je me suis dit, effectivement, c'est ce qu'ils voulaient dire, moi je trouve qu'ils ont mal expliqué, en tout cas, lors de l'annonce, c'est que oui, effectivement,
ce roman devrait présenter donc la romance en tant que moteur principal de l'intrigue. Donc, ok. Et donc, en commençant le bouquin, on en parlera en partie spoiler en détail, mais justement, je me suis dit, ok, donc dès le départ, ok, tu as la rencontre et tout, mais, alors pour moi, ce livre est très très bon, déjà, Creux l'abcès direct, c'est super, moi j'ai adoré, c'est génial. Je l'ai relu pour l'émission 2 fois. La première fois, j'ai fini en une journée et demie, je crois, j'arrivais pas à décrocher, c'est trop bien. Mais pour moi, ça reste, donc, tu as la romance, mais à côté, tu as toute une aventure très Star Wars, alors très classique Star Wars, j'ai envie de dire. À côté, en fait, si tu as lu d'autres young adult Star Wars, notamment, je pense à ceux de la Haute République, où tu as aussi des romances à chaque fois, eh ben, je le trouve pas plus différent qu'un autre young adult Star Wars. Et la romance, je la trouve pas plus mise en avant ici que dans le Lost Stars, où j'ai l'impression, il faudrait que je le relise, mais j'ai l'impression que le Lost Stars, la romance était encore plus mise en avant, les dialogues entre personnages, les relations de personnages, que là, quoi. Même certains romans comme c'est lequel avec la romance, comment il s'appelle, Assage 23, c'est Quaylan Voss, là. Ouais. Ouais, mais... Dark Disciple, voilà. Dark Disciple, Ok. là, c'est pareil, et la romance est vachement. Alors, c'est pas le sujet principal, mais elle est là, elle est bien là. Il y en a d'autres. Dans le Legends, il y a la fameuse duologie de la Main of Throne, où tu as Luke et Mara, qui est la romance ultime. Alors, non, la romance ultime, ça reste Han Solo et Leia, on est d'accord. Et d'ailleurs, The Princess and the Scoundrel, c'était aussi un roman de romance, si tu veux aller par là, quoi. Donc, Ouais. je trouvais que Mais je pense que c'était vraiment marketing, jeune adulte, collection. C'est vraiment la grosse. Oui, ben, je me permets aussi. J'ai fait juste une petite recherche rapide, puis bon, il n'existe pas de liste officielle à cocher pour dire, mais il y a quand même un code qui est quand même sous-entendu. Je vais vous le nommer, j'en parler rapidement. C'est peut-être pour ça, justement, Jean, que les autres livres ne correspondaient peut-être pas. Ça dit, il y a 3 points à respecter. Un équilibre strict entre la romance et la fantasy, donc 50-50. Ça veut dire quoi? Équilibre des intrigues, l'attention, les enjeux liés, donc un 50-50 entre la romance et la fantasy, des codes à respecter incontournables de la romance et les fondamentaux de la fantasy. Donc, des arcs centrés sur les relations, les tropes populaires, donc les classiques. Une fin satisfaisante aussi. Donc, Happy for Now ou une espèce de fin Happy Ever After. Donc, finir heureux. Et quand on parle de fondamentaux de la fantasy, on parle de world building. Donc, bon, c'est sûr qu'on est dans le Star Wars. Puis des conflits d'envergure. On est dans Star Wars aussi. Puis évidemment, il y a le niveau de sensualité, de spicy à moins spicy, là, qui fait aussi partie des catégories. Une petite liste de choses à respecter. Donc, c'est peut-être le 50-50 entre la romance et la fantasy qu'il n'y avait pas dans les autres livres. Peut-être, effectivement. On dit tout de suite à Seb, non, c'est pas comme les romans de la Haute République. On te dit tout de suite. Puis en même temps, c'est un truc marketing, on s'entend. Si ce mot-là est dans les... C'est ça, là, c'est comme... Peut-être qu'ils vont les ressortir à un moment donné en les incluant dans les collections de romans de fantasy, mais... Ouais, moi, le Lost Star, je trouve que dans le listing que tu as donné, le Lost Star, il coche quasiment toutes les cases, quoi. Donc, pourquoi pas le recanon là-dedans? Même si, voilà. Donc, c'est peut-être ça, le début d'une nouvelle collection. Parce que la romance prend pas le dessus, on l'a dit, sur le reste. T'as l'aventure principale avec, t'as du mystère, t'as le côté militaire avec le First Order, t'as le côté un peu plus archéologie, voilà, l'artefact mystérieux là, qui fait office de MacGuffin comme on a dans tous les Star Wars quasiment. Donc, et tous les côtés de la romance sont présents. Donc, tu as la relation, tu l'as dit, Amélie, entre jeunes héros. Tu as le conflit avec l'autorité, notamment voilà, tout ce qui est mentor, même parent, quoi. Enfin, là, il y a une relation particulièrement compliquée avec la famille des Quay, justement. Voilà, la mort d'un être cher, tout ça. Donc, là, c'est cool. Tous les codes sont là. Et donc, la romance qui englobe le tout. Donc, c'est très, très cool. Mais voilà. En gros, je concluais le truc c'est la communication. Moi, je trouve que la communication, que ça soit pour celui-là et d'autres précédents livres Star Wars, on se rend compte qu'ils ont mal marketé leur bouquin. On se rappelle de Master of Evil ou de Crystal Crown ou de Last Order aussi. Ils te disaient, ça va être ça, et tu lisais le truc et c'était pas vraiment ça. Donc bon, là, c'est effectivement un roman de romance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ça en est un. Et hormis ça, moi j'ai adoré le bouquin. L'écriture à la première personne, tu l'as mentionné Amélie, du point de vue de Ardent, donc l'héroïne. Je trouve ça très fluide. Alors, ça m'a surpris au départ, je ne savais pas du tout que c'était un roman à la première personne, et ça fait un peu peur parce qu'on a
pas trop l'habitude. Dans Star Wars, on en a eu que très rarement. Ah, On c'est s'appelle très peu. ouais, très peu. Hein. Le seul dans le canon, c'est l'héritier du Jedi qui est du tout début du canon, 2015, je crois, je dirais. C'est du point de vue de Luke. Et Mm. dans le Legends, il doit y en avoir pas mal, mais moi, je retiens surtout le High Jedi, qui, voilà, moi, Jedi, le titre l'indique bien, de Michael S. Stackpole, qui est du point de vue de Corran Horn et qui est excellent aussi. Donc, au final, dans Star Wars, on a quelques exemples qui sont relativement concluants. Et donc, l'intrigue, on l'a dit, se déroule durant la post-logie. Et ça, c'est cool, parce que moi, c'est une période que j'aime bien, malgré les nombreux détracteurs. Et ce qui est cool, c'est on suit vraiment un groupe de personnages inédits. Donc, tu l'as dit, il y a des caméos de personnages connus, mais la totalité quasiment des personnages principaux, c'est que des nouveaux, donc il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas trop la post-logie, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est des personnages tout neufs. Le couple est évidemment génial. Sian, on l'a dit, moi, il y a un poil déçu, alors par l'accent, puis par un truc qu'il va faire pendant tout le long du bouquin que j'aime vraiment pas, dans une relation romantique. On en parlera en spoiler, mais c'est un détail à la con, mais ça m'a un petit peu cringé. Par contre, Ardent, voilà, la perso principale, moi, j'adore. Moi, j'accroche au style, au caractère, à son prénom aussi. C'est con, mais Ardent, je connaissais pas comme prénom, et je trouve ça parfait dans un livre qui développe une relation passionnée. Ça s'appelait Ardent, quoi. J'ai adoré. C'est con, mais j'ai adoré. Surtout qu'elle est rarement appelée Ardente, elle est souvent surnommée Hardy. Harry, pardon. Ou son surnom. Ou le surnom qui m'a cringé là de Sian, là, que je n'aime pas du tout. Et donc, alors, direct le pied dans le plat, donc la romance, j'ai adoré, je trouve ça génial. Franchement, les fans de romance, alors le public cible, il va adorer. Le public cible, c'est indiqué comme 12 ans et plus. Donc, tu l'as dit, je pense que adolescent. Adolescent, voilà. C'est plus adolescent qu'un young adulte. Même si, voilà, vous avez 20 ans, les personnages ont 18-20 ans, donc vous avez accroché aussi. Donc, c'est de 12 à 77 ans. Les adultes, effectivement, faut aimer ce genre d'écriture un petit peu, je vais pas dire gnangnan, parce que l'écriture est très bonne, encore une fois, mais c'est un peu l'histoire, les situations qui sont un peu, qui vont sûrement faire lever les yeux au ciel de beaucoup d'adultes qui n'ont plus de cœur. Voilà, moi, j'ai encore un cœur. Non, dis pas ça. Je rigole. Non, mais voilà, si vous aimez le style, en tout cas, vous allez être satisfait. La conclusion, on va raconter Amélie, ça va être c'était trop bien, j'adore la conclusion, satisfaisante, c'était un des points. Totalement satisfait par la conclusion, superbe. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bam, bam, bam. Non, le reste, le côté Star Wars les à côté, c'est très classique. Encore une fois, ça m'a pas trop surpris. Donc, limite un poil déçu par l'aventure générale qui est vraiment très, encore une fois, classique. J'ai pas d'autre mot que ça, en fait, classique. Non, il n'y a pas de surprise. Voilà. T'as les éternelles trahisons, quiproquos, dans une romance, t'as des quiproquos. Voilà, t'as des mystères. Voilà. Bref. Mais en tout cas, oui, un grand oui pour ce roman-là. On a adoré. Voilà pour nos avis sans spoiler. Et on a hâte de partir en partie spoiler, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais sinon on peut. Non. Est-ce qu'on donnait notre note tout de suite ou à la fin? Les romans, je crois que c'est. À la fin? Je sais plus, tiens, tu me doutes. J'ai un doute. Ça fait tellement longtemps. Ah oui, il faut le dire, c'est le premier roman qu'on critique depuis le dernier qui date de février. Ça fait un petit bout, hein? Ça fait un petit moment. J'ai d'oublier. Non, mais je crois que tu as raison, Juliane. Je crois que c'est la note maintenant et les notes à la fin, c'est en comics, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vas-y, on va donner notre note maintenant, ça sera fait. OK. Combien vous donnerez à ce roman-là, les filles? Moi, je donne 7. 7 sur 20, hein? 7 sur 10. J'ai peur. J'ai peur. Sur 20? Sur 20. Pourquoi 20? 20? Je sais pas pourquoi sur en direct ils ont pris le pli de la notation à la française. 7 sur 10, bon, ok. 7 sur 10, 14 sur 20, c'est pas mal. 14 sur 20. Ouais. Et toi, Amélie, à date, t'étais. Mais moi, je dirais, c'est sûr que je peux pas vraiment coter final. Là. Je vais voir comment ça va clore, tout ça. À date, j'ai assez d'intérêt que je serais un petit peu plus sur le 16-17 sur 20. Là. Moi, ça a répondu, ça répond à mes attentes. Mais complètement, on est complètement d'accord, Amélie. Donc, Juliane, on va la muter. Bye! On va finir à 2. Non, je mettais pareil, 17, même 17,5, je montrerais peut-être un peu plus. Moins que The Lost Star qui était à quasiment du 20 sur 20, c'était 19,5. Ah, mais c'était bien écrit. Mais c'était autre chose. Moi, il m'a fait chialer carrément le Lost Stars. Celui-là, j'ai eu les 2-3 passages où les larmes m'ont monté, mais parce que c'est un rapport personnel aux parents, par exemple, où tu peux te relayer à ce que vit l'héroïne. Donc, mais il m'a moins ému, on va dire, que le Lost Stars. Donc, quand même, très bon 17, 18 sur 20. Voilà, 8, 9 sur 10, ça reste très, très bon.
Et c'est parti, donc on est parti en partie spoiler. Bam bam bam, elle est où la spoiler là? Ici. Bah. C'était le mauvais. Bien, Voilà. On est rouillé, Excusez-moi, on coupera ce passage aussi. On a fini, on a terminé l'émission, Stan. Non. On veut vraiment vous raconter l'histoire parce que si vous n'avez pas envie, si vous avez la flemme de vous tenir au courant de ce qui se passe, ben écoutez-nous. Interrompez-moi, les filles, s'il vous plaît, Ouais. si vous avez des détails, parce que je me suis fait plaisir pour le résumé. Hein. On a le temps, on est entre nous. Vas-y. On l'a dit, Et- c'était ta collection, Jean. Lâche-toi. Enfin, on en rêvait d'une collection romance. Donc, déjà, on est introduit tout début du livre par une intro très originale, parce que vous en avez pensé, mais on a comme l'annonce d'un Star Tour, en fait, Oui. une croisière à bord du vaisseau, donc le Starfarer, qui liste les différentes planètes qui seront en fait les différentes étapes de la visite. Mm. Donc, parmi elles, tu as des planètes connues comme t'as Naboo, Tatooine, Yavin, Geonosis, tout ça. Mais tu as aussi Ouais. des planètes moins connues comme Mimbam et même Gorman. C'est sympa d'avoir. Ah, Alors, mais dans le livre physique, c'est marqué Dantooine barré Bien Gorman. vu. J'ai fait Ah, c'est bien. C'est bien vu parce que justement, c'est un lien avec. On va en parler de suite. Durant l'aventure, en fait, donc le vaisseau va faire son tour. Et justement, certains touristes se plaindront du fait qu'ils voulaient aller sur Dantooine et qu'en fait, ils ont dû changer de destination et ils ont choisi Gorman à la place. Donc ça fait sens d'avoir ça en physique. Et- Parce qu'il y a des problèmes sur Dantooine, des problèmes de sécurité, donc ils ne peuvent pas aller Ah. en touriste. C'est comme si tu allais, je sais pas, dans le Moyen-Orient en ce moment, c'est un petit peu Mm. tendu, donc t'évites, quoi. Un beau clin Tu d'œil vas à de- Andorre, c'est le fun. Ouais, c'est cool, le petit clin d'œil à Andorre. Donc voilà. En gros, voilà, c'est une croisière basée sur le côté historique et notamment sur les vestiges de la guerre civile intergalactique, donc, de la trilogie originale. Et donc, on nous sommes introduits directement par le personnage principal de Ardent Quay, surnommé donc Harry. Harry, c'est la fille de Hansi Fred Quay. Hansi Fred. Hansi Fred. C'est très Oui. anglais. Hansi Oui, Fred. oui. Et donc lui, c'est le capitaine du Starfarer hein, et le boss de cette compagnie de tours, là, les Hyperlight Tours qu'ils appellent, et qui sont donc une compagnie de croisière historique. Donc là, au départ, ils sont sur Coruscant, ils se préparent pour le prochain tour, tout ça, et Harry, donc elle se balade dans les rues de Coruscant à la recherche d'une boutique de bibelots particulière. Et on apprend vite fait qu'elle fait cette course dans le plus grand secret, en ne voulant pas inquiéter son papa. Elle est en communication par contre avec Coty. Coty, c'est son ami Twi'lek, qui fait elle aussi partie du crew du tour, là, et qui est responsable, je crois, de la relation client, enfin, un truc comme ça. Quoi. Et on apprend aussi via leur conversation que le papa de Harry est ultra protecteur parce qu'il a perdu sa femme et son fils, donc le frère aîné de Harry, sans plus de détails. Voilà. Donc c'est une famille à 4 qui n'est plus que 2. Donc voilà. Donc l'objectif de Harry, c'est de trouver donc cette boutique, parce qu'apparemment dans cette boutique, il y a le dernier tome d'une série de romans, de romances, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. que sa mère lui a légué, donc petit côté méta, donc on lit une romantaisie, et puis l'héroïne aussi lit une série de romantaisie. Donc voilà. Oui, parce qu'on nous dit dès le départ que Harry est comme nous, hein, c'est une fan de littérature, d'histoire et de contes de fées, donc c'est parfait. Elle arrive à la boutique, le marchand lui trouve le livre, elle trouve aussi alors ça s'appelle un Celestialable, Celestiable, c'est un device qui lui permettrait de l'aider à astrogater. Alors, astrogater, c'est des termes compliqués, donc il faut s'arrêter un petit peu sur ça. L'astrogation, on va dire, c'est une science consistant à trouver les routes d'hyperespace pour voyager entre les systèmes dans Star Wars, mais normalement, c'est les ordinateurs de bord, les navigation computers, qui font ça dans les vaisseaux. Dans tout Star Wars, on voit ça, donc tu calcules, tu rentres tes données dans l'ordinateur, ils calculent et puis ils y vont. Sauf que là, les astrogators, ce sont des personnes donc, qui effectuent ces calculs, et donc là, la maman de Harry, c'était une astrogator qui était très douée. Elle pouvait calculer à l'instinct, en fait, à l'intuition. Elle avait une intuition, et puis poum. C'est des Wayseekers. Ils disent carrément dans le livre des Wayseekers. Voilà, ils appellent ça là. Astrogator ou Wayseeker, effectivement, c'est le même terme. Puis, alors, ce bout-là, c'est intéressant parce qu'on apprend. Tu sais, moi, quand il parlait de Wayseeker, je disais, il dit une famille importante, qui a une histoire. Moi, je pensais au Santeca, Jean. Puis là, j'ai fait, ça doit être ça. Mais là, finalement, on apprend que, non, le nom de famille,
c'est le nom de la mère et le père a pris le nom de famille de sa femme. C'est Exactement. intéressant. J'ai fait « Ah, OK, Ouais, ouais. 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 Ça, c'est intéressant. Et donc, tu l'as dit, Mhm. c'est maman Coué qui s'appelait Ouais. Audra. Donc, Audra Coué, c'est elle qui avait le don d'astrogaieté Mhm. de Wayne Findlay, et qui l'a transmis à ses enfants. Donc, le frère, on imagine qu'il a, et donc Harry l'a aussi, mais s'interdit de l'utiliser parce que voilà, sa mère, en l'utilisant, s'est crachée et est morte comme ça. Et donc, tu l'as dit, c'est les Coué. Alors, c'est intéressant parce que déjà, c'est le papa qui a pris le nom de la maman, parce que la maman a un nom les Coué, c'est une grosse dynastie, comme les Santeca, comme Mhm. les dans la Haute République, on a ces deux familles de prospecteurs d'hyperespace. Et bien, on apprend que là, les Coué, c'est une autre famille qui a participé à l'expansion de la galaxie en découvrant les routes d'hyperespace. Donc, très intéressant. Et effectivement, oui, c'est complètement ça. Les Coué, pour moi, c'est les Santeca, c'est les Graphes, c'est le même genre Mhm. famille de prospecteurs, quoi. Et donc, ils utilisaient ce don pour les trouver, justement, et les exploiter par la suite. Donc. Et donc, le papa, qui lui était juste un transporteur sur Corellia, si je me rappelle bien, Mhm. a rencontré sa mère durant dans l'Alliance rebelle, en fait, c'était les deux rebelles, Mhm. ils se sont rencontrés là. Et voilà, elle était navigatrice, évidemment, donc elle avait un nom de navigatrice, et lui était transporteur, donc voilà, ils se sont rencontrés là, et Papa Coué a pris le nom de Maman Coué pour garder le prestige de la famille, quoi. Voilà, voilà. Donc là, c'était un peu pour le background familial assez chargé. Ouais. Et donc, dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Harry va au moment de partir, elle va se cogner contre un jeune homme qui se trouve être Sian, là, mais qu'elle ne connaît pas encore. Et donc voilà, donc elle fait pas attention, elle s'en va. Et quand elle va checker son sac en sortant, elle se rend compte qu'elle a bien le bouquin. Elle voulait s'assurer d'avoir le bouquin. Yes, je l'avais cherché depuis longtemps. Elle veut la fin en plus, c'est la fin voilà, de la série. Donc. Et elle trouve qu'elle retrouve aussi le fameux device, le Celestiable, dans son sac, qu'elle n'a pas payé, qu'elle veut ramener au magasin. Elle trouve que c'est une erreur ou quoi. Et comme Harry, il est toute gentille, elle va le retourner, quoi. Elle est honnête, quoi. Et quand elle retourne au magasin, le vendeur a l'air d'être mal en point, il a l'air d'être comme mort, quoi, ou tué par un groupe de gens qui en veulent aussi à Sian. Alors, ça parle de Supreme Leader, tout ça, donc on comprend vite que ce sont des gars du First Order. Hein. First Order qui n'est pas ultra connu encore en ce moment, mais qui commence à se faire un nom petit à petit en fait, dans la galaxie. Donc, c'est avant l'épisode 7. Hein. Voilà. Et donc, ils veulent récupérer de Sian une relique qu'il aurait en possession. Donc là, ça part un coup de baston, un coup de blaster, tout ça. Sian va embarquer Harry dans son échappée, dans les rues de Coruscant. Et malgré la situation, voilà, dès le départ, voilà, Sian va commencer à... Il a un peu crushé sur Harry, et c'est réciproque, donc. Et donc, il va commencer à la dragouiller dès le départ, tu vois. C'est un peu bien. et direct, il commence à un petit peu lui parler gentiment, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est ça que tu trouvais Grinch? Que dès Non, justement... tant pis le danger, on cruise? Non, là, c'est encore salé. En fait, c'est le surnom qu'il lui donnera plus tard qui m'a cringé, mais c'est vraiment très personnel, encore une fois. Okay. C'est un détail. Et donc oui, d'ailleurs, j'ai noté que Harry va remarquer sa bouche, normalement, elle va faire des descriptions de bouche assez intéressantes, donc bref. Et donc, c'est très bien écrit, encore une fois, l'autrice, elle maîtrise son sujet, il n'y a pas de problème. Ils vont se cacher dans un endroit ultra étroit, donc serré. Et là, c'est rigolo parce que tu as Harry, donc tu as son cœur qui bat la chamade et tout, elle tremble même, et elle va sentir un truc dur, et non, on pense pas à ça. Non, Seb, non. Voilà, c'est pas ça, on n'est pas dans ce genre de roman, Seb. Non, c'est bien sûr le sabre laser que Sian a en sa possession. Quelle surprise. Et voilà, donc il a un sabre laser cassé, apparemment il n'est pas fonctionnel, et c'est vrai, hein, Harry essaie de l'allumer, il ne s'allume pas. Et voilà, on se doute que le First Order le recherche pour ce sabre laser là. En tout cas, c'est pas encore clair dès le départ. Et donc la poursuite va se continuer. Sian va neutraliser ses poursuivants. Et voilà, il va se présenter à Harry, voilà, je suis Sian. Voilà. Il a même un petit animal domestique qui s'appelle Noola, voilà, qui n'a pas trop d'importance dans l'histoire, mais qui est avec lui tout le temps. Et donc, ils vont retourner au hangar où se trouve le Starfarer. Là, Sian va lui demander de l'aide pour l'extraire, pour les faire extraire de la planète, quoi, off-world, quoi. Harry, elle n'est pas très chaude pour ça, mais bon, il est mignon quand même. Et il lui donne le sabre en tant que garantie, donc elle fait OK. Par contre, il devra se cacher, parce qu'elle ne veut pas de problème avec son papa. Papa poule, hein, on rappelle. Donc, voilà. Donc il sera clandestin, passager clandestin dans le vaisseau. Donc Harry va retrouver ensuite Coty. Alors Coty, direct, vu que c'est sa meilleure amie, on le rappelle, c'est sa meilleure et sa seule amie. On nous le dit, parce qu'en fait, comme elle voyage tout le temps à bord du Starfarer à faire des tours touristiques, et elle est guide touristique, elle fait partie du crew en fait, elle rencontre jamais des gens qui, à part le crew, à part Coty qui a un peu plus de son âge, je crois qu'elle a 18 ans. Harry, voilà, elle est un peu plus vieille. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle a eu quelques relations qui n'ont jamais duré plus de 6 mois. C'est intéressant à Coty. Coty qui est Twi'lek et qui est super rigolote comme personnage aussi, donc c'est très sympa. Elle qui ressent que Harry lui cache quelque chose, machin, bref. Voilà.
Et on apprend aussi que Harry est né et a vécu donc toute sa vie dans ce vaisseau-là. Donc elle C'est nous sa fait visiter le maison. vaisseau. Mhm. Voilà, c'est un peu sa maison. Ça, on me le répète souvent, c'est sa maison. Donc ça, c'est cool. En plus, comme c'est la première personne, donc elle nous fait visiter son vaisseau. À nous, lecteurs, sa chambre aussi, donc c'est cool. Elle teste donc le sabre laser, malheureusement, il ne marche pas. Elle nous présente ses droïdes, donc elle a N2O, N2O et VB. C'est surtout VB Oui. qui aura un grand rôle dans l'histoire. Et c'est marrant, c'est les droïdes directs ont remarqué que Sian était là, quoi. Enfin, ils vont de suite Ouais, tilter c'est qu'il y a... rigolo. Voilà. Donc, elle n'a pas réussi à le cacher très longtemps. En tout cas, les droïdes vont garder secret le fait qu'il y a un passager clandestin. Ensuite, le Starfarer est prêt à partir pour un nouveau tour. Donc, on nous présente vite fait le crew, mais le crew n'aura pas vraiment d'importance dans l'histoire. Au début, on pense, parce que l'autrice met vachement l'emphase sur eux, notamment Darik, qui est un Zabrak, qui est le second du papa, et qui est comme amoureux du papa, on nous explique ça vite fait, qui a un petit crush sur lui, mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Il y a un autre Moncala, qui s'appelle Telly, qui est chef officer. Vraiment, là, on balance les noms, mais en fait, ils n'auront pas d'importance. Oh non, non. Et en plus du coup, on nous présente les guests, donc les invités, les touristes qui arrivent pour le tour. Et on nous en présente quelques-uns, dont notamment, on mentionnait celui qui n'est pas content qu'on n'aille pas sur Dantooine parce qu'il y a des rumeurs je crois que c'est des activités First Order qui rendent la planète unsafe. Donc ils vont aller sur Gorman plutôt. Mais voilà, toujours pareil, des clients jamais contents. Et parmi d'autres guests, on a Maz Kanata, quand même. C'est caméo sympa, voilà, qu'on connaît des films. Et on apprend aussi la vite fait que c'est l'ancienne boss de Darik, donc du second du papa. Donc on se dit que Darik a été pirate sur Takodana, c'est rigolo. Et à la surprise de Harry et du papa, Val apparaît, et Val, c'est Valor Quay, et c'est le fameux frère disparu. Le grand frère manquant. Exactement, donc il réapparaît là. Et donc évidemment, la famille est réunie, est ravie. On apprend un petit peu par bribes, tu vois, le comment du pourquoi Val est parti. En fait, dans le temps, c'est 3 ans qu'il est parti, je sais plus. Moi, je crois que c'est 3 ans. Ouais. Grosse dispute entre les trois, entre le papa et les 2 enfants, et notamment le fait que Val voulait voir autre chose de la galaxie. Il voulait s'émanciper, en gros, de partir de ses propres ailes. Donc ça, c'est un trope très classique des young adultes. Il voulait arrêter de vivre dans ce vaisseau-là qui qualifie de cage, tu vois. Et ça, c'est intéressant, comme lui qualifiera son vaisseau le Starfarer là, de cage, et Harry, elle, le défendra parce que pour elle, c'est sa maison, en fait, vu qu'elle a vécu que ça. Mais intérieurement, tu sens que elle sait que son frère a raison, mais elle est en apathie avec son père. En fait, son père a perdu sa femme, et donc elle se dit que si moi aussi je pars comme mon frère, mon père sera tout seul. Et donc là, c'est vachement émouvant, ce petit dilemme un petit peu de Harry, qui aimerait partir comme son frère, mais qui ne peut pas par amour pour son père. Donc, super intéressant. Et donc là, il revient. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi, mais on peut le dire maintenant. Oui, c'est l'anniversaire des 18 ans. Voilà, de Harry, et donc il voulait faire une surprise. Qu'on croit au départ, il voulait faire une surprise à sa sœur. Arrête! Et donc là, il va rejoindre le crew du Starfarer, donc il va revêtir on l'a pas dit, mais sur la couverture, on voit Harry qui porte l'uniforme, on va dire, du crew du Starfarer, là, des guides, qui est super intéressant, je trouve. Alors on voit pas beaucoup, mais une espèce de tenue bleue avec des espèces de bandes dorées, là, c'est très sympa, c'est très bien décrit dans le roman, c'est joli. Et en première étape, ils vont sur Alderaan, enfin, dans le cimetière d'Alderaan, parce que Alderaan a explosé, vous vous rappelez, on a vu le film. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs, je voulais vous demander si vous vous rappelez de ça, parce que sur Alderaan, là où se trouvait la planète, il n'y a que des débris, toujours, maintenant, il y a toujours des débris qui dérivent là. Et donc, on a une petite soirée d'accueil avec les guests. Voilà, Sian va sortir sa cachette, va s'afficher pleinement, portant même la fameuse tenue là, du staff de Starfarer. Harry, elle est un peu overwhelmed, là, tu vois, entre son copain qui sort de sa cachette et son frère qui arrive, elle sait plus se mettre. Son père n'a toujours pas capté qu'il y avait un clandestin dans son vaisseau. Mais voilà, heureusement, elle peut compter sur son ami Coty qui va crush un petit peu vite fait sur Val. Enfin voilà, les petites amourettes ici et là, c'est rigolo. Et lors d'une séance de danse, donc Sian va inviter Harry, et là, compliment sur ses cheveux, ça va énerver Harry, mais intérieurement, voilà, elle est quand même, elle adore ce moment, tu vois. Et elle commence à rêver de partir avec lui, explorer la galaxie, voilà. Donc, elle commence à avoir des velléités d'émancipation aussi, tu vois. Et quand son frère arrive au même moment, Sian, il va le remarquer, il se barre, tu vois. Ça, c'est suspicieux quand même, tu vois. Alors Val va le rater, et tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux. Harry va demander où Val est parti, et donc il répond alors oui, là pardon, là je saute.
Harry va demander des informations plus détaillées sur où Val ou son frère était parti pendant ces 3 ans. En fait. Et là, il répond ici et là sans plus de précision. Donc voilà, on l'a dit, absent 3 ans. Il a 3 ans de plus que sa sœur aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est son grand frère de 3 ans. Et Val, voilà, surpris que elle, sa sœur, soit restée sur Starfarer, encore une fois, parce qu'il la qualifie d'une cage. Mais tu devrais prendre ton envol, toi aussi, qui lui dit, pourquoi tu restes avec papa? Et puis elle lui dit, ah, mais mon papa, le pauvre, il est tout seul, tout ça. Je suis voilà. bien. Voilà. Puis elle a peur du changement, peut-être. Elle a besoin de ce petit boost, et donc Sian serait peut-être ce petit boost nécessaire à en faire s'émanciper, quoi. Donc là, on a le papa qui a fait un discours très émouvant aussi pour rendre hommage à sa fille et donc lui souhaiter l'anniversaire, tout ça. Harry qui avait complètement oublié son anniversaire parce que, coïncidence, il y a beaucoup de coïncidences dans ce bouquin, mais sa mère est morte le jour de son anniversaire, donc c'est un jour qu'elle veut oublier. Bon, bref. Voilà. Et son père va lui offrir la master key du vaisseau pour son anniversaire, donc la clé qui peut ouvrir toutes les portes du vaisseau. Voilà. Et ça signifie un petit peu parce qu'en fait, le père est déçu de Val parce qu'il pensait que Val allait prendre sa relève une fois que lui, il allait prendre sa retraite. Mais Val, comme il s'est barré, donc il a vu que son héritier n'allait pas reprendre la relève, donc il pense peut-être que Harry serait l'héritière du Starfarer et de la compagnie. Ce qui la peine, elle, un petit peu, parce que ça l'attache encore plus au vaisseau. Et encore une fois, elle essaie quand même de s'en détacher un petit peu là, donc c'est compliqué. Voilà. Plus tard, donc Harry va retrouver Sian qui a pris une douche, donc ça a pris une douche. Il fallait que je la nomme, cette scène. Et donc, Sian, parce que tu vois, il est un peu humide et tout. C'est parfait, là, les jeunes adultes qui vont être au taquet, c'est génial, moi j'adore. Cocher, voilà, c'est exactement. C'est génial. Et donc là, il y a une conversation intéressante où voilà, Sian avait vu Val de loin et puis il demande qui c'est l'autre gars. Donc elle répond, c'est mon frère et tout. Elle pense qu'il est jaloux. Un petit triangle amoureux, alors que pas du tout, tu vois, c'est son frère quand même. Quoi que dans Star Wars, on sait jamais. Hein, on sait jamais, effectivement. Voilà, on a vu d'autres. Voilà, mais ça, c'est vraiment sympathique comme titre. C'est pour ça que tu disais, Juliane, que toute la première moitié, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'action, c'est des relations de personnages et des quiproquos et des trucs comme ça, très young adulte, très romance, en tout cas. Voilà. Et par contre, excuse-moi, je dirais aussi, parmi les tropes qu'on retrouve souvent dans les romans de fantasy, tu as nommé quand même la fratrie, la place, la culpabilité. Oui. Souvent, les femmes, les personnages féminins ont une relation justement avec la lecture ou le rêve, ou puis elles sont prises dans une espèce de rôle où souvent c'est avec la famille, donc soit le père ou la mère. Donc ça rejoint aussi des traits très rattachés dans le fond à ce type de romance-là. Puis le personnage, là, c'est le garçon, mais ça peut arriver des fois que c'est le contraire. C'est le personnage qui vient de l'extérieur et qui commence à faire rêver de sortir de ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi, puis tu l'as nommé, c'est que les relations un peu dans ce contexte-là, même si sont classiques, là, on les voit venir un petit peu, mais il y a quand même du questionnement, puis il y a quand même un petit peu. Puis je pense que la première personne vient amplifier. J'imagine que c'est pour ça aussi que c'est plus fréquent là, dans les romans de ce type-là, que ce soit la première personne, parce que on n'a pas nécessairement, on rentre dans les émotions plus facilement, en tout cas d'une personne, dans ce cas-là avec Harry. Donc, autant dans les relations que dans les questionnements, mais aussi dans les feelings, puis dans les petits moments un petit peu cute aussi. Là. Je pense que ça, c'est bien le message. Oui, complètement. Oui, complètement ça. Et donc là, on est en pleine discussion entre Harry et Sian, conversation savoureuse qui se finit par lui qui va lui annoncer la prochaine étape, je vais devoir me barrer. Hein, donc, enfin non, c'est plus elle. La prochaine étape, je m'habille parce que je sors de la douche et je suis humide. C'est ça. Pardon, c'est exactement ce que c'est là. En fait, non, c'est elle qui lui dit que il le voit. Elle le voit, pardon. Je suis pas. Elle le voit. Je m'excuse. torse nu et tout. Et donc, elle lui dit c'est bien gentil tout ça, mais la prochaine étape, tu t'en vas. Donc, Harry qui lui dit ça pour montrer que voilà, elle lui en veut un petit peu à cause de la danse, tout ça, mais à contre-cœur parce qu'effectivement, elle se rend compte qu'elle a un crush sur lui, quoi. Et donc, on passe au monument de Alderaan. Alors, c'est là, voilà, le monument d'Alderaan. Je ne savais pas qu'il y avait, alors peut-être dans d'autres œuvres. Moi, ça me dit rien. Ouais, sans que ça soit mentionné. Alors, ils se rendaient, oui. Les personnages dans les comics, je crois qu'ils se rendaient sur Alderaan, enfin, les débris d'Alderaan, mais là, ils mentionnent une espèce de monument aux morts et le cimetière d'Alderaan,
qui est une station spatiale avec un monument, tout ça touristique, tout ça, où en fait même les touristes peuvent ramener un petit sachet avec un morceau d'Alderan. C'est un petit peu C'est pas si- très touristique, là. touristique, ouais. C'est là où a lieu un massacre, un génocide complet, puis tu ramènes un petit caillou de la planète. Bon. Mais bref, c'est intéressant d'avoir ça en tout cas dans le canon. Ça me disait rien. Moi, j'ai un souvenir, puis je ne sais pas à quel endroit je l'avais lu, mais où c'était dans la préparation. Puis il me semble que c'est dans un roman, puis là, je cherche parce que j'en ai pas lu autant que ça. Mais ça devait être avec un roman avec Léa, parce que je me Léa. souviens qu'il y avait une pensée où on travaillait justement à faire un monument ou à faire justement de cet endroit-là en faire quelque chose, dans le fond, Oui. représentatif là, pour Peut-être Bloodline, divulguer. non? Ben, je pense que c'est Bloodline. Il n'y en a pas un qui suivait après Bloodline? Ou c'est mais Oui, c'est ça, c'est Bloodline. Ça aurait du sens, ça, mais... mais c'est vague dans ma tête, mais ça m'a pas surpris, moi. J'ai juste comme, ils l'ont fait, finalement. Ouais, non, c'est très intéressant. Et donc, j'en étais où là? Harry, oui voilà, Harry va demander à Vibi où se trouve Sian et le droïde va lui confirmer qu'il est parti. Donc Harry, elle est un peu triste finalement. Et non, finalement, il n'est pas vraiment parti. Ça arrivé plusieurs fois dans le roman où tu crois qu'il part, mais non. Il est toujours là parce que Val, son frère, voilà, était en train de traîner un petit peu dans le vaisseau. Il avait l'air de chercher un truc. Et donc Sian ne voulait pas se faire attraper, donc il a dû rester caché. Donc il est resté finalement. Et donc Harry va surprendre même son frère Val en communication avec un gars qui a l'air de très mal lui parler avec une certaine autorité. Alors Harry va penser que c'est son propre père au départ, mais on verra par la suite que non, ce n'est pas son papa, c'est quelqu'un d'autre. Oh. Plus tard, Harry va surprendre Sian en train de fouiller dans sa chambre. Non, pardon, dans la chambre de Val. Donc là, une petite dispute où il dit que Val... Alors là, il y a peut-être quelques révélations. Donc Sian va accuser Val d'être du First Order et qu'il est à sa recherche pour le tuer. Il mentionne le fait que le First Order kidnappe des jeunes gens pour les enrôler dans leur rang, et Harry n'y croit pas du tout à ça. Il ne croit pas du tout que son frère est First Order. Ils ont été élevés par des anciens rebelles, donc il n'y a pas moyen. Et voilà, ils se foutent un peu sur la gueule. L'argument se termine avec Harry qui va lui balancer le fameux caillou d'Alderan dans le dos quand même. Ça se fait pas là quand même, Harry, mais ouais, elle est énervée. Et donc Harry va retourner dans sa chambre, elle va checker son sabre laser qu'elle a gardé, qu'elle cache d'ailleurs dans le tiroir des sous-vêtements. Je trouvais ça pour être sûr que personne n'ira faire un tour. Voilà. Quand elle va vouloir parler à son père elle va commencer à mentionner le fait qu'elle aimerait partir, voilà, pourquoi pas découvrir la galaxie, tout ça. Ben, le père va un petit peu mal le prendre, va rester sur sa défensive et tout, et évidemment pas l'autoriser à faire, quoi. Donc ils sont un petit peu, il va un peu nulle part ce dialogue, quoi. Donc voilà. Donc Harry est un peu déçu, évidemment. Et sachant que Sian est toujours un secret pour son père. Et la prochaine étape, c'est Naboo. Donc sur Naboo, ils ont rencontré Sosha Saruna, Lady Sosha, je crois qu'elle est appelée, qui est une ancienne reine de Naboo durant la guerre civile. En fait, c'est la reine de Naboo qui était là pendant la guerre qu'on voit dans la trilogie originale. Et par contre, plus trop évident pour cacher le secret de Sian caché dans le vaisseau. Une des membres de l'équipage, une certaine Telly, l'a remarqué via les caméras du vaisseau. Donc là, c'est mal barré. Donc Harry va aussi observer ces caméras et va effectivement le voir près de sa chambre. C'est là qu'il va commencer à vouloir s'infiltrer dans sa chambre. Et donc là, elle va l'arrêter de suite. Elle fait hop, tu ne rentres pas dans ma chambre. Par contre, si tu veux, là, je suis toute seule sur le main deck. Tu peux venir. Donc il vient. Donc petite conversation sympathique entre les deux toujours. Et c'est là qu'on apprend plus du Sian. Ils vont se dévoiler un petit peu plus les deux. Tu vois. Ils sont calmés. Voilà, c'était énervé avant. Là, ça va mieux. Et donc là, il va avouer que c'est un archéologue en fait. Il était sous la tutelle d'une mentor qui était elle aussi archéologue. On apprend aussi que Sian est de la race des Lucem. Alors la race des Lucem, c'est une race humanoïde particulière qui a la capacité comme d'utiliser ses yeux avec ses yeux tout noirs en fait, avec des pupilles très blanches qui ressemblent à des étoiles. Donc Eyes Like Stars, voilà, ça donne un petit peu le nom au roman. Et en fait, ils ont un don, les Lucem, comme d'hypnotiser un petit peu les victimes. En fait. Ouais. Quand tu les regardes dans les yeux, ils peuvent te faire un peu n'importe quoi. Il va confirmer à Harry qu'il n'utilise pas du tout cette capacité pour lui faire tomber amoureux de lui. C'est pas du tout ça. Mais voilà, donc là, c'est ça qui se rapproche. Physiquement, ils sont très très près. Sian va commencer à lui toucher les petites bouclettes là, de sa chevelure magnifique. Ils vont pour s'embrasser. Et non, parce qu'il y a le droïde Vibi qui arrive et interrompt le moment. Voilà, à la manière de C3PO dans la trilogie originale. Il interrompt elle. Parce que oui, Vibi, c'est un droïde à tendance féminine, on va dire. Ouais.
avec une voix féminine et tout dans l'audiobook, donc voilà. Donc elle interrompt le moment. Ensuite, ils arrivent après Naboo sur Tatooine, et c'est là que Sian a prévu de lâcher enfin Harry et le Starfarer. Avant ça, les deux vont s'éviter, alors ça c'est super mignon, parce que voilà, ils ont raté leur baiser, donc ils s'évitent un petit peu, tu vois. Et Harry, pour la dernière nuit, par contre, avant d'arriver sur Tatooine et de se séparer définitivement, elle va l'inviter à rester dans sa chambre, mais voilà, par terre, hein, pas dans rien. Alors c'est plutôt chaud là, malheureusement, à mon grand désarroi, rien ne se passera. Une ellipse et on aurait voulu savoir ce qui s'est passé, mais non, on saura pas. Non. On doute que rien ne s'est passé, effectivement. Et plus tard, voilà, Harry va surprendre Val, cette fois, à fouiller dans sa chambre à elle, à la recherche de la Master Key, et peut-être du lightsaber, on ne sait pas. Et Harry, là, va découvrir un Val enragé. Alors, pas du tout le frère qu'elle a connu, parce que voilà, il est apparemment au courant qu'elle a embarqué un clandestin. Il va jusque la menacer, l'engueuler même, avant de Mais le je laisser un pense peu que sous lui choc. montre aussi qu'elle est recherchée, hein, Mhm. à cause de ce qui Ah, s'est ok. passé sur Coruscant. Là. C'est Wanted, là, Search Wanted, là, c'est Ah ça. oui, d'accord, ok. Ouais. 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 Il y a ça aussi, effectivement. Effectivement, elle est recherchée par le First Order. Ok. Et donc, ils arrivent à Mos Espa, hein, sur Tatooine. Harry va demander à ses deux droïdes, donc Vibi et N2, de suivre discrètement Val, qui a l'air de faire des trucs vraiment bizarres, là. Harry et Sian vont enfin se séparer, donc voilà, Harry est triste. Lors d'une conversation avec Maz Kanata, donc Harry va parler à Maz au sujet de la maman de Harry, là, et pendant la conversation, Vibi va appeler et va l'informer que elle et N2 sont fait capturer par les Jawas. Donc on apprend un peu plus tard que en fait, c'est Val qui les avait chopés et vendus aux petits scavengers. Harry va donc partir à leur secours, et comme de par hasard, elle va tomber sur qui? Eh bien sur Sian, donc voilà, les deux vont se retrouver. C'est le destin, Julien. Mais oui. Et donc ils vont se rendre les deux au Sandcrawler. D'ailleurs, ils y vont en speeder, et donc c'est Harry qui pilote, et c'est un détail à la con, mais c'est Sian qui va rester derrière accroché autour de sa taille. Et tout. Non, c'est pas cringe. Non, bref, et donc ils se rendent au Sandcrawler et doivent marchander les Jawas. Donc ils veulent comme échanger, je crois, les droïdes avec le lightsaber, mais comme le lightsaber est cassé, les Jawas ne veulent pas. Bref, là, une petite scène d'action sympathique où au final, le couple va voler, va récupérer en volant les droïdes, mais que les Jawas leur avaient déjà volé avant. Bref, voilà, petite scène d'action sympathique. Ils vont quand même retourner au Starfarer, et là, ils s'aperçoivent avec horreur que le vaisseau va partir vraiment à l'instant. Il part sans eux. Ouais. Voilà, en les laissant les deux sur. C'est là que ça commence à être intéressant. Ah, d'accord. Okay. À partir de là, donc, Juliane a été intéressée. Quand ils sont un petit peu seuls. L'aventure commence. Voilà. Donc là, c'est que la moitié du livre, si vous avez regardé le timer. Oui. Donc, niveau résumé, on est bien. Ils vont quand même réussir à dégoter. J'ai noté une petite navette pour poursuivre le Starfarer, mais en fait, c'est comme le Ghost et le Phantom. Là. C'est comme la navette d'appoint, le vaisseau d'appoint, là, ouais. Du Starfarer, voilà, parce qu'il s'appelle le Star quelque chose qui ressemble un petit peu au Starfarer. Bref, donc ils vont embarquer à bord de ça, et ils vont se diriger sur Geonosis, qui était la prochaine étape du tour. Sian, qui devait enfin quitter la compagnie de Harry, se retrouve comme de nouveau embarqué avec elle dans ses aventures. Donc là, on a un petit dialogue émotion, un énième dialogue émotion. Ils vont parler donc du sabre et donc du mentor, de la mentor de Sian, qui a été tué par le First Order à cause du sabre, justement. Puis il va parler de ses origines, donc il ne connaît pas très bien ses parents, notamment, parce que en fait, il a été enrôlé dans une académie sans qu'il nomme quelle académie c'est, mais nous, on se doute un petit peu. Voilà, parce que très jeune, il a été enrôlé dans cette académie-là. Au bout de 10 ans d'académie, il s'en est échappé. Il a rencontré son mentor et donc devenu archéologue, parce que son mentor était archéologue. Et la mystérieuse académie sera constamment en train de vouloir le récupérer, en fait. Voilà, on se doute un petit peu de quelle académie il s'agit, encore une fois. Donc Harry va aussi parler à ce moment-là de sa mère décédée, du fait qu'elle pouvait donc astrogater, qu'elle peut le faire, mais qu'elle n'ose pas à cause de la mort de sa mère, tout ça, du respect par son père, tout ça. Et voilà, les deux se rapprochent pour s'embrasser. Non, parce que Vibi est toujours là, parce que les deux droïdes aussi sont séparés du groupe et sont avec le couple. Donc Vibi a encore une fois interrompu le moment, c'est dommage. Ils arrivent donc sur Geonosis. C'est pas là qu'elle dit c'est bien meilleur qu'un rhum nouvelle ou qu'une nouvelle romantique. Là, c'est Exactement, c'est là. Vibi va dire c'est mieux qu'une romantésie presque. Et que ça, petit côté méta, quoi. C'est super sympa. Et donc, ils arrivent sur Geonosis, ils retrouvent le Starfarer, mais dès qu'ils rentrent en communication avec le Starfarer, le papa va lui dire à sa fille fuis, dégage de là. Et le vaisseau, le Starfarer, se barre direct après.
Et donc là, quelque chose cloche, quoi. Harry, elle est désespérée. Elle a plus de fuel pour la navette pour le poursuivre, donc elle est bloquée sur Geonosis cette fois, tu vois. Heureusement, il y a Cyan, donc elle retrouve du réconfort dans Cyan. Petite passe d'action, là pareil, sans trop intérêt, où il y a des massifs, donc des espèces de gros chiens, et un ver des sables qui vont les attaquer. Voilà, action, mais bon, au final, ils vont réussir à décoller. Et comme ils ont passé de fuel, Cyan va suggérer à Harry d'utiliser l'astrogation, l'astrogation. Hâte de savoir comment ils vont traduire ça en français, d'ailleurs. Ouais, hein? Mais évidemment, elle veut pas. Donc, ils se décident de jump vers une planète du nom de Alacor. Alors ça, c'est une planète un peu isolée, c'est une lune, en fait, plus, que connaît Cyan, mais qui a été uncharted, qui a été jamais découverte, et qui a été en fait découverte et explorée seulement par la mentor de Il y Cyan. avait une station de recherche, c'est ça, ouais. Ah oui, tu as raison, oui, bah oui, parce qu'ils y vont d'ailleurs, ils trouvent le labo de recherche, donc c'est vraiment une toute nouvelle planète, quoi, une toute nouvelle lune. Donc ça tombe bien, c'est un endroit ultra bucolique, hein, une super planète, donc pour une romance, c'est parfait, quoi. Cyan va avouer que donc c'était celui. Alors, est-ce que c'est là ou c'est après qu'il va avouer que le nom de la planète est tiré du nom de son mentor? Oui, c'est ça, son nom de famille, c'est ça. Voilà. Il a pris le nom de famille de sa mentor. Voilà, donc voilà, Cyan, voilà, c'est ça. Cyan va dévoiler le fait qu'il s'appelle Cyan Alacor, comme Alacor, donc le nom de famille de sa mentor, et comme la planète Alacor, que sa mentor archéologue a nommé. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. C'est ça. Donc voilà. Et donc le but de la mentor et de Cyan à l'époque, c'était de récupérer donc ce sabre et de le ramener à son vrai propriétaire. Sans plus d'informations pour ça. C'est là qu'on apprend aussi que sur cette planète, il y a une espèce de pollen. Alors ça, c'est un détail, mais ça sort de nulle part, mais ça fonctionne un petit peu dans un adulte romance, j'avoue. Oui. C'est un pollen qui joue un petit peu l'effet d'une potion, comment on appelle ça, d'un sérum de vérité, quoi. Enfin, c'est ça. Tu dis tes sentiments quand tu le respires, tu vois, évidemment. Pour une romance, c'est parfait. Tu es obligé de dire la vérité, là. Voilà, donc là, ils s'avouent un petit peu leurs sentiments l'un l'autre, et enfin, ben non, toujours pas de bisous, non, j'ai noté, toujours pas de bisous. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis toujours pas de bisous. Bon, mais c'est pas là. Mais moi, je suis surpris. Et alors, Harry va quand même essayer de contacter le Starfarer. Elle va tomber sur Val, qui répond, et qui l'avertit que Cyan est dangereux. Attention, Cyan, il faut pas se faire confiance à lui. Et là, bam, Cyan va couper la communication pour éviter que Val ne le repère. Alors, c'est ce qu'il dit, tu vois, ouais, il va nous repérer, tout ça. Parce que Cyan lui dit, non, c'est Val qui est dangereux. Donc voilà, Harry, elle est entre les deux, tu vois, et VB, le droïde lui dira que il y a un des deux dit la vérité, mais lequel, on ne sait pas trop. C'est ça. Et voilà, c'est là. C'est lors d'une petite balade romantique, donc avec Cyan par la suite. Ils vont se tenir la main, c'est mignon, tout ça. Le cœur de Harry bat la chamade, là. Cyan va lui raconter donc l'histoire de la planète, tout ça. Il va lui faire écouter le bruit du vent, les yeux fermés, tout ça, c'est super. Harry va même pleurer parce qu'elle va se rappeler encore une fois sa mère, tout ça. Et c'est là, voilà, c'est là à ce moment-là. Donc j'ai plus le chapitre 20, je sais plus quoi. Bref, ils s'embrassent. Non, je sais plus, j'ai pas noté. Mais voilà. Aux 3/4 du bouquin, ils s'embrassent enfin. Donc en plus, elle lui caresse le torse, tu vois. Ah là là, ça devient chaud. Et ils n'arrêtent pas de s'embrasser là. J'ai noté, ouais, c'est vigoureux comme. Mais là, il est rendu aux 3/4 du livre, il faut qu'il se rattrape un peu. Voilà, genre, exactement. Donc, wow. voilà, on est satisfait, Et alors, c'est pas de bol. C'est à ce moment-là que qu'est-ce qui tombe de la poche de Cyan? Un pin du First Order. Ça y est. Et voilà. Et là, donc le monde autour de Harry s'effondre, et son copain et du First Order. Val avait raison. Mais nous, on l'avait un peu deviné auparavant. Quand il parlait de l'académie, on se doutait qu'il kidnappait des jeunes et tout. On se doutait que c'était le First Order. Donc, les deux amoureux se disputent. Évidemment, il fallait passer par là. Donc, Cyan qui sort un classique I can explain, tu vois, comme tous les gars qui ont quelque chose à se. Voilà. Donc, c'était très drôle aussi. Donc, il avoue que l'académie, c'est bien celle du First Order, qu'il a été kidnappé très jeune, mais qu'il s'en est enfui, tu vois, un peu comme Finn, qu'on voit dans les films. Il avoue aussi que son mentor pensait que le sabre appartenait donc à Luke Skywalker. Donc, Luke, qui est à ce moment-là considéré comme le héros de la rébellion. Qui a disparu depuis un moment. Mais c'est ça, ils savent qu'il est disparu. Ils savent qu'il est disparu. Oui. Donc, elle comprend aussi que Val recherchait le sabre, en fait. C'est pour ça qu'il se fouillait dans ses affaires. Cyan va aussi révéler son nom de famille, donc c'est là qu'il révèle Alacor, donc c'est le nom de la planète, et son nom de famille, et de son mentor, voilà. Un peu déçu, là. Moi je pensais que son mentor, quand il parlait d'archéologie et de sable laser, j'ai pensé à Dr. Afra. J'aurais adoré. Ça aurait été un beau flash. Ça aurait pu parce qu'on ne sait pas ce qui est devenu Dr. Afra dans la postologie, donc voilà, ça aurait été un indice, mais non, c'est pas ça, c'est un nouveau personnage. Cyan donc prend la shuttle, la navette, là, il va partir, donc voilà, ils sont disputés, donc
il se barre, laissant Harry et les droïdes sur Alacor, qui, elles, attendent le Starfarer qui arrive. Oui, parce qu'entre-temps, voilà, elle a envoyé ce message d'appel au Starfarer. Elle a envoyé un message de détresse aussi à Sosha Soruna de Naboo. Là. Et c'est Val qui arrive à bord du Starfarer et qui l'accueille, blaster au poing, habillé de l'uniforme du First Order, suivi d'une patrouille du First Order. Donc voilà, Harry est sous le choc. Elle ne reconnaît plus du tout son frère. Là, voilà. Donc révélation, Val savait pour Sian, qui était à bord du Starfarer. Il savait pour le sabre, il savait pour tout. Et en fait, Val était à la recherche du sabre pour le First Order. Donc voilà, Vibi, elle arrive à la rescousse pour essayer de la sauver. Malheureusement, durant le blaster fight, elle va être détruite. Donc RIP Vibi, quoi. Harry est effondré, quoi. Parce que c'est un peu comme la deuxième maman de Harry, elle a qualifié comme ça. Elle a vécu toute sa vie dans le vaisseau et elle a vu tout le temps Vibi comme ça. Son autre mère, quoi. C'était une fois que sa mère était partie, Vibi a pris le relais, quoi. Donc c'était un peu émouvant comme mort pour deux droïdes, parce que c'est vrai que les droïdes. Ça, je pense qu'elle avait dit, tu l'auras jamais, tu t'attueras jamais Harry. Ouais. Fait que, c'est ça. Elle a tenu sa promesse. C'est ça. Très, très, très touchant comme message. Et, mais c'est pas terminé. Voilà, notre vaisseau arrive avec General Hux. Alors, on s'en fout un peu du General Hux. Mais il est là, voilà, Hux. Hey, Hux. Can you hear me? À son bord, mais voilà, mais surtout, voilà, c'est Kylo Ren qui se pointe également. Donc, le crew du Starfarer, incluant le papa, sont fait prisonniers. Harry essaie de gagner du temps en leur mentionnant le fameux sabre de Luke. Parce que c'est ce que recherche Kylo Ren en fait. Voilà, Kylo Ren veut le sabre de Luke. Elle va menacer Kylo Ren quand même, et là Kylo va pas bien le prendre, donc il va la force choc. Elle s'est moquée même de son masque, genre un wannabe Darth Vader. Là. Yes, ça c'était très drôle là aussi, parce qu'on a tous pensé à ça. Oui. Et donc il va la force choc et un peu sonder ses souvenirs, un petit peu comme il fait à Rey dans le film. Et là, bam, Sian revient à la rescousse. Kylo va lui, coup de force, lui faire cracher sa navette. Mais voilà, il propose d'échanger la vie de Harry contre le sabre laser de Luke. Et Kylo va sortir un très mystérieux This isn't the one, c'est pas le sabre laser qu'il recherchait. Okay. Oups. Donc, avant que d'autres vaisseaux arrivent, donc t'as Maskanata et Sosha Sorona, donc la nana de l'ancienne reine de Naboo, arrivent. Et baston, là, t'as une grosse scène de fight où justement ils vont sauver le papa, les prisonniers, tout ça, vont arriver à s'échapper de la planète. Et bon, voilà, je passe sur la scène d'action qui est très sympathique, mais voilà. Donc tout est bien fini bien au final. Harry va réussir à se sauver, tout ça avec Sian, avec son père, avec le crew. Tout va bien. Et donc Harry va se rendre sur Endor à bord du Starfarer en utilisant l'astrogation, le Wayfinder. Elle va utiliser son don pour aller jusqu'à Endor. Et c'est là c'est comme si c'est la première fois qu'elle utilise en fait son don. Ou ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé peut-être. Mais voilà, elle a une espèce d'extase quand elle utilise, tu vois, un sentiment. Moi, j'ai pensé à de la force sensitivity, non? Oui, un peu. Un petit peu à ça. C'est jamais moi, je pensais vraiment au Wayseeker, là. Moi, c'était vraiment de ce qu'on avait vu dans la Haute République, là. Moi, je le voyais plus comme ça, là. Ouais, mais les Wayseekers, c'est des Jedi qui décident de suivre la force pour faire autre chose que ce que parce l'ordre leur qu'il dit. s'est nommé dans les Wayseekers. Ils disent carrément. Fait que c'est comme, OK, peut-être. Mais je faisais plus le lien avec dans la dernière trilogie de Tron, où ce qu'on voit les espèces de, je sais pas si c'est les Astro Gay ou les Skywalker, justement, là, où on apprend justement que eux, leur race, se servent de ça, justement, au niveau des navigateurs. Ouais, c'est plus ça. J'ai l'impression, Juliane, que tu confonds avec les Wayseekers et les Wayfinder. C'est deux noms similaires. Mais Wayseeker, c'est cheminante, et cheminante, c'est vraiment un concept autre. Quoi. Là, Wayseeker, ça fait plus Wayfinder, pardon, ça fait plus référence au device qu'on voit, qui s'appelle les Wayfinder aussi. Sauf que là, c'est les humains, les êtres vivants qui ont les coordonnées en eux. Et effectivement, bien vu, Amélie, mais c'est complètement ça, hein, les Skywalker des Chiss, c'est ça? Oui, je me souviens plus, c'est ça exactement. Mais moi, pour moi, c'était ça, là, comme quand on le décrivait. Là. Comme s'ils utilisaient la force pour pouvoir se repérer. C'est ça, c'est un peu. Ils n'aiment pas comme ça, mais on sent que c'est ça. Mais c'est pas. C'est des générations, c'est des. Je veux dire, génétique plutôt, c'est pas toutes les familles. Puis c'est précieux parce que justement, ils peuvent se cracher quand ils sont pas bons. C'est ça. Parce qu'on nous dit que Val aussi aurait ce don, mais bon, on ne voit jamais utiliser donc le frérot, on ne voit jamais utiliser ce don-là. Bref, là je finis vite, c'est quasiment fini. Donc les retrouvailles sont très émouvantes entre Harry et son papa. Ils vont évidemment parler de Vibi, de son sacrifice, tout ça. Harry va retrouver Sosha aussi, donc Lady Sosha de Naboo, qui va lui présenter une amie, hein, entre guillemets, à elle, qui n'est autre que Leia Organa, voilà, qui arrive en toute fin de roman.
qui a tout fraîchement fait sa transition de sénatrice à générale, si j'ai bien Oui, elle compris. s'appelait Général. Elle Oui. s'appelle général. Papa donc annonce qu'il quitte le domaine de la croisière touristique, parce que son vaisseau maintenant est fiché par le First Order, donc c'est un peu mort. Harry donc est un peu sous le choc, mais Leia va vite lui proposer à lui et à son crew un job au sein de la Résistance. Voilà. Petite fête, donc un petit peu à l'épisode 6, parce qu'en plus on est sur Endor. Ben donc oui. c'est drôle. Et donc avec Leia en plus. Et Harry donc se demande un peu quoi faire, et comme elle n'a plus à être guide touristique pour son papa, elle se sent comme libérée d'un poids certain, le poids de devoir rester auprès de son père et tout ça. Donc elle n'a plus besoin de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retrouver Sian, voilà. Et donc Harry va le remercier de l'avoir sauvé, tout ça. Ils discutent, ils dansent, ils s'embrassent et tout fougueusement à la fin, c'est génial. Sian va même rencontrer le beau papa maintenant, hein. Donc c'est bon, ça se passe bien. Hein, la rencontre copain-père, ça se passe bien. Parce qu'évidemment, il a sauvé sa fille quand même, donc bon, il ne peut plus rien dire. Et donc voilà, petite conversation père-fille très émouvante. Là, c'est là sur la fin où les larmes ont monté, là, quand ils s'ouvrent enfin les deux, là, et puis qu'ils parlent de leur mère et tout. Là, bref, Harry va finalement annoncer à son père qu'elle veut partir explorer la galaxie. J'ai bien aimé la quote, alors qu'elle dit plus tôt dans le bouquin, mais on raconte tout le temps les histoires aux touristes, mais moi je veux faire partie de ma propre histoire. Ou alors c'est son frère qui lui dit. Il lui dit ouais, arrête de raconter des histoires aux autres, vis ta propre histoire, quelque chose comme ça. C'était vachement intéressant. Donc voilà, elle veut partir explorer la galaxie aux côtés de Sian. Papa accepte, tout est bien qui finit bien, et ça finit comme ça. Parce que dans le fond, Maz aussi, lui, elle voit le sabre, elle dit oui, c'est le sabre de Luke Skywalker. Là. Elle dit oui. Elle dit genre, je pense qu'il connaît pas son affaire, mais c'est vraiment son sabre. Moi, au début, je dis, c'est le sabre qu'on voit dans le film, mais non. Là, en fait, je sais pas le mystère de pourquoi qu'elle a le sabre de Luke, ouais, ça aurait été bon, mais non. On pensait tous au sabre bleu, l'âme bleue d'Anakin. Mais c'était pas lui. Voilà, parce que elle explique ça Maz à la fin, et là c'est des références aux comics, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait c'est le sabre donc, qui est au centre du récit, tout le récit, le MacGuffin, c'est le sabre à lame jaune, donc c'est le sabre d'entraînement de Luke qu'on voit dans les comics, et donc il est jaune parce qu'il appartenait à l'origine aux gardes du temple Jedi, qui avait tout le temps des sabres comme ça à lame jaune, et Maz le confirme à la toute fin en disant que le sabre provient du temple Jedi de la planète Tempest. Et ça, là, c'est un passage d'un des comics Star Wars 2020 où Luke se rend sur Tempest. Donc, à l'époque, c'est entre 5 et 6, donc il est encore jeune. Il est à la recherche d'écrits Jedi, de temples Jedi pour se auto-former, en quelque sorte, après la mort de Yoda. Et c'est là qu'il trouve un sabre et qu'il s'entraîne au sabre. Et ça explique pourquoi il est tellement badass dans l'épisode 6. Donc voilà, ça vient du comics. C'est ce sabre-là que Kylo ne connaît pas, en fait. C'est ça. Lui, il cherche le sabre d'Anakin, en fait. Voilà. Sinon, d'autres parties. Alors, où est-ce que tu t'étais arrêté, Amélie? On aimerait savoir. Avant que ça vienne bon. C'est là, Juliane. Toutes les phases d'action sur la fin, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'étais encore dans le Starfarer et j'étais pas. On m'avait pas abandonné là. Mais je dois dire, c'est ça que quand même, j'attendais de voir un peu les liens un petit peu plus concrets là, avec l'univers de Star Wars puis les prochains épisodes 7 et 8. Là, je constate que ça vient dans le restant de la moitié du livre. Mais voilà, j'étais là. Mais merci, c'était un très bon résumé. Merci pour les émotions aussi, Jean. C'est ça. Et ton partage, justement, des portions un peu plus... qui t'ont touché un petit peu plus. Là, oui. Il fallait, parce que tous les passages romantiques, tu pourrais zapper dans un résumé spoiler normal, on va dire. Mais ça fait partie du truc, quoi. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que l'autrice, je la connaissais pas du tout. Hein, donc, Ashley, une très belle écriture, par contre. Ouais. Oui. Super. Les romances, t'es à fond dedans. Non, c'est vraiment top. Du coup, oui, Juliane, j'irai explorer sa biblio hors Star Wars. Ashley Poston. Donc, est-ce qu'elle va faire... Parce que la fin est relativement ouverte, parce que tu sens que... Elle pourrait facilement avoir des suites. Là. Avec ces personnages-là, moi, j'aimerais beaucoup les retrouver, les deux. Ils sont encore vivants. Et ils vont sur Batuu, d'ailleurs, à la fin, pour réparer le fameux sabre. Ouais. Donc, c'est Maz qui les envoie sur un... Allez voir un certain Savise. Oui, Savise. Qui est le shop, t'es allé à Galaxy's Edge. Oui, j'en ai un. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le comment on appelle ça, le forgeron, enfin c'est celui qui tient les shops sur Batuu dans In-Universe Star Wars, dans Black Spire Outpost, mais que tu as dans les parcs Disney, vu que c'est Black Spire Outpost dans le parc Disney. Donc tu peux aller visiter sa shop et te construire un sable laser en vrai, quoi. Oui. Donc, une petite référence très sympa.
Moi, avant de commencer le livre, je suis allée voir un petit peu justement les reviews puis un peu les commentaires. Puis j'étais bon, comme je disais, j'ai pas trop peur des spoilers, là. Mais j'étais vraiment surprise de voir la réception très positive du livre. Je C'est sais pas vrai. si vous avez été voir un petit peu justement Ouais. les types Non, de pas du tout. critiques. Ouais. Non? Ah, Jean, c'est t'as cool. pas- Non, je suis pas du tout allé voir les critiques, donc Non, non, pour vrai, c'est bon les à savoir. critiques sont bonnes. Mhm. Ouais. Ah, Puis très c'est bien. drôle parce que ce matin, je relisais justement une des reviews que j'avais le plus apprécié, je trouvais qu'il était bien résumé. Puis tu as nommé 2 choses. Le fait que tu aimerais revoir l'histoire, c'est ça qu'elle disait. Aussitôt que j'ai terminé l'histoire, je m'ennuyais des personnages, j'avais le goût de relire. Ah oui, mais tellement. Ça, c'est ça. C'est un bon point. C'est garant d'une belle écriture, mais aussi d'une Mhm. création de personnage qui résonne avec les gens. Puis là, l'autre point, j'ai complètement oublié c'est quoi l'autre point. Je vais rebondir sur ce que tu dis, mais tu vois, lors de la deuxième réécoute, comme j'étais un peu à la bourre là, j'ai pas pu finir d'écouter ça au travail. Normalement, j'écoute tout au travail, donc je les écoutais à la maison. Et le fameux passage ultra romantique, ultra cheesy, on peut appeler ça cheesy là sur la planète où ils se baladent. Je l'écoutais où il y a ma petite, donc de 9 ans, qui était là. Et vous savez, les pré-teens, tout ce qui est romance et bisous, tout ça, ils détestent ça. Ils sont là, youh, c'est dégueulasse et tout. Dès que tu parles de ça dans les films, dès qu'ils voient une image où tu vois 2 personnes s'embrasser, c'est la fin du monde pour eux. Je trouve ça absolument dégoûtant. Donc, même voir leurs parents s'embrasser, c'est affreux. Bref, on est tous passés par là. Et je trouve ça drôle parce que déjà, donc ça a bien fait l'effet voulu, quoi. C'est vraiment un personnage ultra cheesy que les preteens, ils accrocheront peut-être pas. Par contre, elle était intéressée par le reste des aventures des personnages parce qu'elle a écouté plusieurs chapitres. Et là, tu vois, ce matin, tout à l'heure, juste avant l'émission, en allant la chercher, elle m'a demandé si j'avais terminé. Donc j'ai bien terminé. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé avec les personnages. Elle voulait savoir qu'est-ce que. Voilà, donc elle a quand même accroché à Sian et Harry. Et donc, ça serait sûrement un bouquin que. C'est bon. C'est ça que je lui donnerais peut-être à lire. Ben voilà, c'est conseillé pour les 12 et plus. Franchement, c'est tellement ça, quoi. C'est tellement cet âge-là. Très content que la réception était positive. Puis tu vois, je viens de me rappeler aussi que la personne, dans le fond, de qui j'avais fait de la critique, puis il faudrait que je retrouve c'est laquelle, mais elle, un peu comme toi, elle n'avait pas aimé comment le livre a été présenté. Parce que, la première oui, romance. comme étant justement le premier roman, parce que pour elle aussi, justement, c'est quelqu'un qui lisait du Star Wars, donc elle avait Lost Star en tête. Ah ouais. J'ai vérifié aussi, puis c'est vraiment dans Bloodline que c'est mentionné pour le monument d'Alderaan, donc c'est commémoratif, donc j'étais pas trop loin. Puis, par contre, le commentaire, puis ça, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, parce qu'on lisait tout à l'heure un petit peu la liste des caractéristiques de Romantasy, puis toi, cette personne-là, si je me souviens bien, elle trouvait que justement l'histoire d'amour n'était pas centrale, mais plutôt faisait partie du journey. Donc, c'était plus comme une aventure pour elle, avec une touche de une touche de fantasy, puis une touche, plutôt le First Order, etc. Et au même titre ou équivalence, on peut dire, avec l'histoire d'amour. Complètement. Moi, c'est ce qui m'a surpris aussi. Hein. C'est le fait que l'histoire principale hors romance, elle est quand même bien là. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Donc, peut-être une nouvelle entrée pour des gens qui vont passer par le Romantasy, qui vont peut-être être intéressés à connaître un petit peu plus Star Wars, et vice-versa, des fans de Star Wars qui vont peut-être se laisser attirer par un petit peu plus de romans sentimentaux. Complètement. Dites-nous si vous avez accroché, si vous n'êtes pas à fond sur des bouquins de romance comme ça et qui vous a accroché ici. Là, justement, j'y pense là, mais le point de détail de Sian qui m'a un peu dérangé, c'est donc ce fameux surnom là. Il appelle Harry Starlight tout le long de l'aventure. Et moi, après, ça dépend des gens, j'imagine, des couples aussi. Mais nous, avec ma compagne, on a tendance à pas donner de surnom à part. Après, en japonais, c'est compliqué, tu as toujours le suffixe qui donne un petit surnom. Et puis ma petite a un surnom, mais à la mode de Harry Ardent, tu vois. C'est un short, c'est un diminutif, quoi. Là, le gars, il la rencontre. De suite, il appelle Starlight. Je dis, mais mec, tu la connais pas d'Adam Didev, je trouve ça un peu abusé. Et elle lui fait la remarque, non mais d'où tu m'appelles Starlight? Alors je sais plus l'explication de tout ça vient, là, Ouais, mais en fait il s'arrête pas, il continue tout le temps. Et moi je trouve ça, mais arrête, c'est poussif, tu vois. Et les seules fois où il appelle, mais en fait ça sert à la narration, j'ai compris ça après la deuxième lecture. La narration, c'est un passage où quand il la nomme ardente, mais vraiment ardente, même pas Harry, quoi. C'est en mode serious business, tu vois.
C'est en mode, Ouais. là, je te parle sérieusement. Et ça le surprend elle aussi. Ah ouais, donc là, il m'appelle par mon vrai nom, Oh, c'est c'est que sérieux. là, voilà. Donc, il y a un petit lien. Mais je reste. Moi, les gens qui appellent mon chaton, mon chéri, mon amour, pff, je trouve ça déjà naze en français. Là, en anglais, c'est pas mieux babe, baby. Ah, je trouve ça nul. Mais bon. Babe. Non, mais babe, mais En oui, anglais, Amérique ben du oui. Nord, Oui. c'est babe, hey babe. Ah ouais, je Je sais. supporte pas. Et là, ça me faisait penser à ça. Starlight, Ouais. c'était le babe. C'est un sur Star un Wars. peu too much. Ouais. Mhm. Ouais, non, c'était un Elle a peu- déjà un surnom qui est Voilà, Ben il y a oui. déjà un surnom, Harry, C'est ça. qui est Donc, mignon comme ouais. tout, quoi. Puis il a un super prénom, quoi, Ardent, mais je mais Mhm. tellement, quoi. Pourquoi j'ai jamais entendu ça avant? Alors, peut-être dans d'autres romances, mais trop bien. D'autres Donc, des sujets? personnages adorables avec qui on est capable de se projeter, une aventure intéressante. Ouais. Donc, on a donné nos notes tout à l'heure. Ouais. Attends, Vraiment j'avais que- une question aussi à vous Oui. poser. J'ai trouvé, alors, il y a le mot fasciste qui est Ah, ça revient prononcé, souvent. voilà, qui est prononcé, mais genre 5 ou 6 fois dans ce roman-là. Alors, évidemment, c'est pour désigner le First Order et aussi l'Empire. Mais j'avoue que l'utilisation que j'ai trouvé un peu abusive de ce terme m'a fait sortir en fait du récit à chaque fois, parce que c'est clair que George Lucas a clairement utilisé l'image du fascisme quand Mhm. il a créé son empire, l'empereur, Oh, tout ouais. ça. Mais justement, en fait, il a mentionné jamais, il a montré. Et les auteurs et autrices Star Wars, que ce soit dans Legends ou dans le canon, ont très, très, très rarement. Alors, dans Legends, je crois que c'est quasiment absent. Dans le canon, ça doit être dans des comics obscurs ou quoi. Le terme fasciste n'a jamais été mentionné, justement pour pas faire trop écho avec notamment ce qu'on vit en ce moment. Et en ce moment, on appelle fasciste un peu tout et n'importe quoi. Je trouve ça un peu tout trop collé à notre monde d'avoir inclus ce mot-là, alors qu'on sait que l'imagerie vient de ça. Ça serait-tu que ça va chercher justement un nouveau public Ouais, pour ouais, expliquer c'est peut-être. quoi? Peut-être. Ouais. Je l'ai perçu un peu comme ça aussi, dans le sens où ici, on le nomme sans l'embellir, si on peut dire. Mhm. Puis peut-être que vu qu'il s'est adressé à des 12 ans et plus, puis Ouais. je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les écoles, puis je regarde les profs d'histoire un peu qui présentaient justement des documentaires quand j'étais à la bibliothèque l'année passée, des documentaires où on parle de la montée du fascisme justement avec Hitler, tout ça, puis j'étais comme impressionnée que ce soit aussi comment je pourrais dire, attaqué de front. Oui. Fait que j'ai Ça, l'impression c'est que nommé. c'est un mouvement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, des fois, il faut comme le nommer, alors que nous, nos générations, ça partait d'un petit peu plus loin, il ne fallait pas l'oublier, mais à quelque part, certaines personnes. Moi, je me souviens de personnes aussi dans ma jeunesse, dans mon adolescence, qui romantisaient un peu Hitler et le fascisme, mais par des symboles, parce qu'ils trouvaient que les uniformes étaient beaux, ils trouvaient qu'il y avait comme. Puis il y avait ça en décoration dans leur chambre, mais c'était pas des personnes qui adhéraient derrière la philosophie. Aujourd'hui, tu retrouverais la même chose dans la chambre de quelqu'un, puis tu aurais probablement un doute que quelque part, s'il aime ça, c'est pas juste visuel, puis c'est pas juste parce qu'il trouve ça esthétique. Faut nommer les choses, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, ça m'a pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même génération, mais je le vois un peu comme ça, comme on n'est pas habitué. Pour cette génération-là qui va faire. Ça qui fait découvre sens. un peu c'est quoi. Là. Ça fait sens. C'est vrai que quand tu es habitué à la littérature Star Wars, tu n'es pas habitué à avoir ce terme-là, en fait, dans ta face, quoi. Ouais. Oui, puis des fois, c'est comme lire un roman. Je lisais récemment, il y a des prénoms qui sont utilisés dans la fantasy ou des prénoms qui sont vieux, mais qui nous sortent un peu. Puis je pensais au terme mélodie. À un moment donné, j'avais vu un livre où le personnage s'appelait Mélodie. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien kitsch. Je trouvais ça comme trop associé à. Puis en même temps, j'étais comme, il a fallu que je fasse un pas en arrière en me disant, mais en même temps, tu sais, on a une histoire puis on a un contexte qui fait en sorte que certains prénoms sont plus d'actualité, mais en même temps, ils existent depuis des millénaires. C'est juste que à notre époque, des fois, ce qui est mis en avant et ce qui est mis en arrière là, est différent d'une autre époque. Donc, fait que je pense que pour les termes, ces genres de termes-là, c'est un peu ça. Ça nous déstabilise parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est peut-être pas nous le public cible en premier. Ça. On est vieux. Comment ça devient? Mais c'est intéressant de justement que tu le soulèves comme point. Oui, parce que tu as vu plusieurs fois. Genre, au lieu de dire ton frère est First Order, il va dire ton frère est un fasciste. Moi j'aurais utilisé le terme First Order parce que ça revient au même. Oui, je sais. Ça vient un peu. C'est que le First Order commençait. Ouais. Fait
si les gens ne connaissaient pas ça, c'était C'est vrai, c'est c'est vrai. ça, plus nommé. Ben oui, ça va ressembler à ça, ou c'est basé sur ça, ou ouais. C'est vrai que oui, ils n'ont pas connu l'Empire, du coup, Mhm, les histoires qu'ils ont entendues de leurs parents, c'est voilà, l'Empire était fasciste, donc mhm. C'est vrai, j'ai pas. Ouais, t'as raison. J'ai comme. Un peu comme c'est ça, les ados d'aujourd'hui ou les Mhm. jeunes Voilà. ados d'aujourd'hui. c'est ça, c'est un peu Ça ça. fait partie de l'histoire. Je sais pas si vous aviez d'autres points à aborder. Moi, j'avais 2-3 qui sont. Vas-y. Non, c'est juste mention pour, voilà, pour notre ami Seb, donc, Sébastien. Donc, on a rapidement dans le roman la mention de la Shangri-La Starline. Ah, Euh, ben oui. Donc voilà, donc c'est le pendant un petit peu plus deluxe des cruises là, que font les Quay, on va dire. Qui est, alors, c'est une compagnie de tours qui est apparue lors de l'ouverture de Galaxy's Edge dans les parcs Disney, justement, et qu'on a retrouvé du coup dans les comics, les romans Galaxy's Edge, et qui est aussi lié au Halcyon Legacy. Donc, Halcyon Legacy, vous vous rappelez, c'est le fameux hôtel, Mhm. le Galactic Star Cruiser, là, qui a fermé ses portes. Qui a fermé ses portes. Voilà. Et en fait, il faisait partie aussi de la Shangri-La Starline, Ouais. qu'on voit aussi dans la Haute République, parce que le Halcyon Legacy, c'est un vaisseau qui a vécu de la Haute République On le voit dans jusqu'à... Princess and Scoundrel aussi. Voilà, exactement. Oui, c'est là où ils font la lune de miel de Anne et Leia. Donc, Mhm. voilà. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Donc, Seb avait été spoilé d'ailleurs du fait de savoir que Ouais. Shangri-La faisait partie du roman. Ne t'inquiète pas, Seb. De toute façon, même si t'es arrivé là, c'est peut-être spoilé, mais c'est vraiment une mention. Juste. Voilà. Il compare en fait l'importance entre les Shangri-La Starline et donc le Quay, les Mhm. Quay Tour ou je sais pas quoi. Bref. Le personnage de Sosha, voilà, Lady Sosha sur Naboo, très intéressant. Moi, je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais complètement zappé que c'est un personnage des comics Ouais, Shattered j'ai vu, j'ai Empire. fait une recherche aussi, j'ai vu. Mhm. Ouais. Donc, elle est présente dans ses comics, donc en mode jeune. Là, dans ce roman, elle est en mode plus vieille. Alors, c'est rigolo, parce que même vieille, elle reçoit des lettres d'admirateurs, de prétendants, tu vois, de lettres d'amour, quoi. C'était drôle. C'est drôle. Et elle va même avouer, quand elle discute avec Harry, que en fait, ça ne les intéresse pas parce qu'elle est plus orientée par les femmes, du coup. Et que c'est un truc qu'elle a découvert plus tard. Donc, c'est une petite mention comme ça, vite fait. Mhm. Bon, c'était sympa, mais voilà. Et Sosha est aussi présent dans le jeu Battlefront 2, Ok. à bord d'un Starfighter, d'ailleurs. Et donc, Elle est pilote. Mhm. elle est pilote. Et elle est reine de Naboo et pilote, quoi. Là, badass, quoi. Et voilà, donc elle mentionne, et c'est pour ça qu'on la voit en pilote à la fin du roman. Donc, très, très cool. L'archéologue, donc on l'a mentionné, donc c'est pas Dr. Afra, c'est dommage, mais c'est voilà, Mhm. Vec Alacor, qu'elle s'appelle, Ouais. la mentor de Sian, mais voilà. J'aimerais bien avoir genre un petit comics flashback sur ça, quoi. Mhm. Vec et Sian qui partent trouver le sabre, enfin quelque chose. Et Sosha est une amie de Charabé. Ah, Ah, ouais. Ah! c'est bon, C'était dans tout. c'est ça, Mhm. pas si grande que ça, la galaxie. Hey. Oui, c'est ça. Mais oui, je trouve que c'est un format. En tout cas, l'histoire, les personnages très imagés. Ouais. Et que ce soit une version BD ou un side story BD, c'est vrai que ça serait le fun. Après une belle histoire manga, je trouve. Ça Oui, serait manga. un bon format, là. Un bon Ou même, format, comics. s'ils continuent leur exploration de cette collection en roman, s'ils reprennent ces personnages-là, parce qu'on a quelques passages de flashback, donc pourquoi pas mettre les aventures de Mhm. Sian et sa mentor dans un passage flashback. Ouais. Là, dans ce roman-là, il y a des flashbacks de Val et Harry quand ils étaient tout petits, donc en mode 6-9 ans, du coup, avec la Ouais. maman qui était toujours là. Mhm. Puis plus tard, quand la maman est morte, mais quand ils sont encore là, tu vois, enfin, il y a quelques passages super émouvants, encore une fois, c'est super. Ouais, je sais pas, mais quand tu as des gamins, c'est toujours pareil, tu relailles beaucoup plus facilement au truc, quoi. Enfin, moi, le sentiment du père, je le connais totalement. Je suis à la place du père, mais carrément, Tu je ferais garde ma pareil. fille. Ah, mais je la lock à double tour dans ce chambre, tu vois personne, quoi. Bref, non. Et il y avait quoi? Ah oui, alors ça, c'est plus l'audiobook, mais la fameuse scène du presque bisou, là, quand les deux discutent l'un de l'autre quand ils commencent à s'ouvrir. Bah, voilà. Là, on voit un Sian un peu plus vulnérable. Au début, il est très sûr de lui, très avenant, en fait, quoi. Et puis, plus il s'ouvre à elle, et plus il devient plus vulnérable, un petit peu awkward. D'ailleurs, je crois que le mot awkward est mentionné, c'est très mignon. Et elle l'observe de très près dans le moment. Alors, l'audiobook, c'est génial, c'est une musique mais magnifique. Et par contre, gros point noir, Julien. Non, ta Voilà. chanson n'est pas là. La chanson n'est pas là. Alors, il y a beaucoup de thèmes de John Williams dans ce roman-là, notamment le passage avec Leia, où il y a, je sais plus le thème de Leia, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le Leia's thème. Ouais, ben oui. Quelque chose comme ça, vous connaissez, c'est le thème Ouais. un peu romantique de la trilogie originale. Et bien, malheureusement, Across the Star, il n'est pas là dans ce roman, il est dans les crédits de fin. J'ai halluciné. Pourquoi dans les crédits de fin quand il nomme tous
tous les gens qui ont participé au audiobook. Là, t'as je dis, mais mettez-le dans. Il fallait le mettre au moment du bisou, j'en sais rien, quelque chose, quoi. Donc, pas d'Across the Star, donc c'est un peu dommage. Voilà. Lucem, on l'a dit, c'est donc. Sia, on l'a dit, c'est en Lucem. Donc, c'est un alien un peu particulier avec des yeux hypnotiques. Ça, c'est une race qu'on a vue dans la Haute République, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un personnage de roux qui était comme un Jedi Nihil qui faisait partie de cette race-là et qui utilisait justement ses yeux pour hypnotiser les gens. Et, c'est pas un personnage trans aussi? C'est pas le premier personnage trans, il me semble que c'est pas lui dans la Haute République? Non, c'était pas lui. Non, je crois que c'était un mec. Mais trans, je crois que c'était une Stormtrooper, non? Qui était trans, je dis pas de bêtises. Et je me demande si c'était pas dans la... Je sais plus. En tout cas, non, mais c'était un personnage dans le roman de Daniel Roseholder. Non, mais bref, c'est une race qu'on avait déjà vue. Intéressant. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, après, c'est des petits détails. Ah si, Mimbam. Mimbam. Alors, Mimbam, on n'y va pas. C'est mentionné au tout début, mais on n'y va pas malheureusement. Et Mimbam, c'est intéressant, c'est une planète qui devait être de Dagobah, en fait, et qui devait apparaître dès l'épisode 4. Il était dans les scripts de George Lucas de l'épisode 4. Et donc, dans l'épisode 5, donc, ils l'ont remanié, ils ont créé Dagobah à la place. Mais Mimbam a été réutilisé dans Splinter of the Mind's Eyes. Et ça, c'est intéressant, c'est le tout premier roman de 1978 de l'univers étendu, donc Legends maintenant. Mais c'était le tout premier roman Star Wars qui étendait l'univers et qui se passait donc sur Mimbam. Donc, tu vois, il n'avait pas utilisé dans son script, mais l'auteur l'a utilisé dans son roman. Et dans le canon, on l'a vu notamment en Solo. La scène où Solo, en mode Apocalypse Now, là, c'est Mimbam. C'est la planète où il fait ses armes dans l'Empire, quoi. Donc, voilà. Et qu'on voit dans la série The Clone Wars également. Voilà. Et voilà. Et pour conclure, voilà, très mignon, mais le fameux Celestiable, là, le fameux bibelot qu'elle trouve dans la boutique au tout début. Ah, ça, c'était drôle. Ah, voilà. On va conclure sur ça. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, finalement, elle lui montre. Ou il est cassé, ou je sais pas. Oh non, il est cassé. Puis là, Sian, il dit ben non, c'est une affaire de touriste. Là. Non, c'est pas un vrai, là. C'est pas vrai. Donc, en fait, elle retourne au magasin. Elle a rencontré son futur lover. Et elle est rentrée dans toutes ses aventures à cause d'un bibelot. Des bibelots touristiques. Alors, dans le thème des croisières, c'est normal, là. Ouais. Moi, je pensais que ça allait vraiment être un objet important, mais dans tout le roman, on n'en parle pas du tout. Non. Voilà. Elle avait même oublié. On explique que là, c'est un appareil, les vrais appareils, donc pas celui qu'elle possède, effectivement. C'est comme un navigateur qui permet de faire un petit peu ce que font les Wayfinder, là, mais avec un device, quoi. Ils ont besoin d'un device pour pouvoir s'orienter, naviguer, quoi. Mais voilà. C'est un peu un beau lien. Ça veut dire que t'en as pas besoin. Tu l'as. Oui, au final, c'est ça. C'est comme si c'est un fake. T'es capable tout seul, pas besoin d'un appareil. C'est la morale. Non, je sais. OK, on va s'arrêter là. On ira pas plus loin. OK, bon, on est un petit peu dans le thème quand même. Enfin, bref. Young Adult, tout ça. OK, écoutez, je crois qu'on a conclu. Ah, voilà, c'est chapitre 28, pour info, le chapitre ultra cheesy où ils s'embrassent et où ça devient hot, mais gentil hot. On espère que dans la suite, ça ira un peu plus loin. On a vu pire dans du Star Wars. Pire, on a vu mieux dans du Star Wars. Allez, on va s'arrêter là. Vous avez plus d'autres choses à dire? On a noté. Non. Bon, on a relativement bien aimé ce roman. On vous le conseille quand même. On le conseille à la cible et pas qu'à la cible, peut-être. Moi, à part l'action, j'ai pas accroché, là, mais pour ceux qui aiment ce type de littérature-là, ils vont adorer, là, c'est sûr. Là. Ouais. Moi, je continue avec grand intérêt. C'est bon. Tu nous diras dans les commentaires tout ça. Je vais aller voir l'audiobook un peu aussi, ça ressemblait à quoi. Oui. J'en écoute pas souvent, mais j'aime bien réécouter des livres que j'ai déjà lus en autre version, justement, pour le vivre, l'expérimenter d'une autre manière. Donc, voilà. Et là, parce que j'avais oublié de l'afficher, Christensen, donc la narratrice, qui a un super taf. Bravo à elle. Et bien donc, avant de conclure, Juliane, quelles sont les autres émissions qui s'en viennent sur Stars en Direct? Oui, il y a plusieurs littératures qui s'en viennent, dont le Legacy. Voilà. On va commencer à lire de mon côté. Là, je vais le lire aussi. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines. Et on a aussi les critiques avec spoiler de la série Le 9e Jedi. Donc, il va y avoir 4 épisodes pour la première partie et 4 épisodes pour la deuxième partie. On va se séparer le travail
l'équipe française, l'équipe Canada-Québec. C'est ça. Et sûrement la première partie sera peut-être sortie même avant cette émission-là. Très possible. Voilà. Et ce qui devait sortir il y a un mois, mais qui est toujours dans dans la salle de montage, c'est donc la fameuse émission Ewoks. Elle arrive, vous inquiétez pas, on revient sur les 2 films des années 80 et sur tout l'univers étendu autour des Ewoks. Voilà. Et pour préciser aussi, on a un épisode Lego qu'on annonce aussi et qui, pareil, est en préparation. Donc, il arrivera bientôt. Donc, ça, c'est JF et Seb. Voilà. Qui parleront des sorties de Lego Star Wars du mois d'août. Bon, de belles émissions qui arrivent donc en préparation pour vous, les amis. Sur ce, donc, petit rappel réseaux sociaux. Je sais que c'est toi la responsable réseaux sociaux, Juliane. Est-ce que tu veux en parler? Donc on est tout partout. Facebook, X, Discord, Instagram, Blue Sky, Thread. On est vraiment partout. Suivez-nous. Et sur YouTube. Important de s'abonner, de liker, de commenter. Très important pour nous. Faisons ça de façon bénévole et on aime ce qu'on fait. Et on ne demande pas d'argent quand on a beaucoup de chaînes YouTube et tout. Hormis, peut-être, allez, on parle de la boutique. Oui. Oui, si vous aimez les beaux designs de nos chandails, gênez-vous pas. On a une belle boutique, plein de produits. Vous voyez les designs présentement faits par notre cher leader suprême. Gênez-vous pas, c'est des beaux produits. Oui, voilà. C'est de l'argent, réinvesti pour vous, pour le serveur, pour StreamYard, et pour notre ami, notre leader suprême et ami, Danny Pépin, qui réinvestit tout ça dans Star Wars en direct. Donc, ça nous aide et ça vous permet d'avoir des magnifiques, comme tu as dit, chandails, et pas que, il y a plein d'objets disponibles. Alors là, on porte tous notre maillot, donc c'est beau, c'est magnifique. Danny, on a fait notre job. Right. Sur ce, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à vous deux, Amélie, Juliane, c'était un plaisir de discuter. C'est très agréable. Oui, très apprécié. Merci à vous. J'attends le volume 2 bientôt. Croisez doigts. On espère. Une annonce bientôt. Voilà, donc de la part de toute l'équipe, merci encore d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.